mets à 95%, je loupe 1, 2, 3, je voyais les personnes défiler comme ça, donc je passe de, je sais pas quoi, 45e à 6 ou 7e, et dans ma tête, je dis, mec, mais t'es insane, tu sais, dans ma tête, je me disais que ça, je dis, vas-y, j'étais tellement mal que je me disais, fais-toi mal, au moins tu vas oublier, quoi. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Pour cet épisode spécial, je reçois Steven Le Yarrick, aventurier professionnel et ultra-cycliste avec qui j'avais déjà enregistré en juin 2021, c'était l'épisode 36. Avec Steven, on a aussi eu l'occasion de partager de bons moments sur l'édition 2022 de la PTL. Et j'y avais découvert un homme de conviction, passionné par sa pratique et franchement inspirant de par l'ampleur des défis dans lesquels il se lance. Du coup, j'avais suivi avec beaucoup d'attention sa participation à la Tour Divide, qui est l'une, si ce n'est la plus ancienne course d'ultra au monde de vélo. Et c'est une traversée des US depuis le Canada jusqu'au Mexique. Donc forcément, vous vous en doutez, sur 4400 km, puisque c'est la distance dont on parle, eh bien il s'en passe des choses. Cet échange, c'est justement le récit de la course vécu par Steven, avec toutes ses galères et les moments mémorables qui l'ont marqué. Un immense merci Steven pour ce débrief à chaud, bonne prépa pour ta Silk Road, excellente écoute à vous les frappés. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour toi cette Tour Divide avant que tu en prennes le départ ? Il y avait plusieurs choses, il y avait mes rêves d'enfant, et être aux États-Unis, être un peu dans le monde des cow-boys, un peu entre Lucky Luke et mes trucs d'enfant d'Indiana Jones à je sais pas qui, mais non, j'avais ces rêves de grands trains infinis qui traversent le désert, la route 66, enfin des monuments grand public qui font rêver tout le monde. Et après, il y avait aussi les Rocheuses canadiennes, Rocheuses aussi qui basculent un peu de l'autre côté. J'avais un peu ce sentiment d'un truc grand, c'est un peu le dream big, tu vois. Les US, c'est quand même un pays continent où tu te dis, bah, ouais, 4500 km, bah, c'est comme si je traversais 6-7 fois la France, tu vois, en gros. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est un peu ça quand même. Et traverser la France 6-7 fois en passant par des montagnes, en passant par des moments de plaine, de vraies plaines chiantes, et sur des routes qui sont quand même, pour beaucoup, assez loin de toute forme d'humanité. Je parle pas de gentillesse, de bienveillance, tout ça, je parle juste d'humain. Et voilà quoi. Après, ouais, j'avais d'autres rêves qui étaient ceux de la Tour Divide pure et dure, c'est-à-dire certainement la course la plus, on va dire, la plus historique, la plus vieille course d'ultra-endurance au monde à vélo. Un truc de légende comme Michael, comme d'autres qui ont posé leur roue là-bas et qui ont marqué l'histoire de notre sport. Et puis ouais, traverser les US, quoi. C'est quand même un truc fou, quoi, de se dire, Ouais. j'ai traversé les États-Unis du nord au sud. D'ici, ça fait petit. Quand t'es là-bas, ça fait très grand. Et voilà. Bah ça fait petit, ouais, oui et non quand même, parce que
la course que tu as fait, alors je sais plus si c'était l'année dernière ou celle encore d'avant, où tu es allé jusqu'au Cap Nord, Ouais, que tu as ouais. gagné, c'était 4000 et quelques aussi, non? Bah ouais, ouais, mais tu vois, je gagne Northcape, je bats le record de l'épreuve de 30 heures, mais c'est 4400 km, du coup, même distance sur de la route à 95%. Ah oui, ouais. Et j'ai traversé toute l'Europe, j'ai traversé une quinzaine de pays, quoi. Tu vois, Ouais, pour arriver à la même distance, c'est quand même fou que c'est si clair. tu passes un peu de frontière, tu vois, tu as 400 km qui sont au Canada, mais tu es quand même dans un truc où tu fais 4000 km aux États-Unis, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et, et ouais, c'est comme si tu partais sur la Northcape, que tu partais de Slovénie et que tu allais jusqu'au Cap Nord, ça fait 4000 bornes. Et ça te fait passer beaucoup, beaucoup de pays en Europe, quoi. Tu vois, il y a des pays, c'était vraiment des claquements de doigts, quoi. Quand je passe en Russie, Ouais, c'est genre, je repassais en Russie, je sais plus, il y avait 150 ou 200 bornes, quoi. 200 bornes, c'est même pas une journée sur la Divide. ouais. Donc, ouais, non, très grand. Non, mais ce que je veux dire par ça paraît petit, c'est qu'on se rend pas compte des distances, tu vois. C'est en ultra sur la route, je fais entre 450 et 700 km par jour. Et en gravel, tu fais entre 250 km et 400 km par jour. Mais si tu fais 400, c'est exceptionnel, quoi. Ouais. C'est que c'était vraiment... Bah, ouais, je m'en suis un peu rendu compte parce que j'ai regardé, quand je préparais notre échange là, Donc, je regardais un peu les grandes courses équivalentes de la Tour Divide et je suis tombé sur la Trans Am Bike Race. ouais, ouais. Donc, il y a une traversée des US, mais côte ouest, côte est. Et par contre, c'est quasiment, je crois, alors je sais pas si c'est quasiment que ou que de la Que route. de la route. Et en fait, c'est que de la route. Ouais. Et du coup, les durées, ça fait 6000 bornes, donc Ouais, attends, ouais, 6800, donc moitié plus long que la Tour Divide. Par contre, les temps ouais. pour faire les 6800 bornes, c'est quasiment les mêmes que la Tour Divide, tu vois, c'est 16 jours, 17 jours. Donc on se rend bien compte du coup que même si c'est quand même beaucoup plus long, ouais, ça a juste rien à voir quoi, en termes d'efforts, de kilomètres avalés en une journée, c'est rien à voir. Bah ouais, si tu devais comparer à un trail, c'est comme si tu faisais l'éco-trail Paris et les 90 du Mont Blanc, quoi. Si je caricature, on est Ouais. vraiment, vraiment là-dedans, hein. Ou l'UTMB PTL pour parler d'un truc qu'on a fait. Ouais, ah bah, ouais, ouais, UTMB PTL. Le seul truc, c'est que il y a très peu d'endroits PTL quand même sur la Divide, même s'il y a deux, trois endroits où tu te dis, il y a deux, trois endroits où je me suis dit, là, les gars, ils ont pas balayé, quoi. Ou culé, quand tu arrives à des endroits où tu te dis, là, il y a 1,40 m de neige, je vois des traces de vélo, je ne vois pas du tout comment ils sont passés, mais je vais passer. Parce que tu sais qu'il y a personne qui est passé avant toi, enfin, sauf les 3, 4 premiers qui étaient devant moi, la plus grande partie de la course. Mais t'as vraiment pas grand monde qui passe, quoi, à part des dividers, enfin, des gens qui font la divide dans un sens ou dans l'autre. Et des marcheurs, mais tu vois, en marche ou en trail, tu prends pas les mêmes chemins qu'en vélo, ou pas forcément Eh la oui. même trajectoire et tout ça. Mais en gros, c'est des grandes pistes de 4x4. En caricature, c'est des grandes pistes de 4x4. Des fois, il y a énormément de pierres. Des fois, il y a énormément de boue. Des fois, c'est du gravel absolument parfait, mais il n'y a pas grand monde qui arrive à faire ça sans le faire en VTT, donc ou avec un vélo avec soit une suspension, soit pas de suspension, mais il faut un vélo quand même rigide, mais un vélo quand même très confortable. Tu es en autonomie presque totale qui est relative, c'est-à-dire que tu n'as aucun ravito de l'organisation. D'ailleurs, tu n'as même pas d'organisation, mais tu as des stations essence, des fois tous les 50 miles, 100 miles, 200 miles, 350 miles des fois, où tu n'as Pouah. rien à manger ni à boire, et je caricature pas du tout. Franchement, à la fin, il faisait entre 45 et 50 degrés, et il y a un passage où tu as 250 ou 300 miles où tu n'as pas à boire, pas à manger. Là, il vaut mieux être un peu apaisé dans sa tête, sinon ça fait 24 heures, Oh tu vois. punaise. Ouais. Ouais. Là, t'as... Ouais, parce que ça, j'avais entendu le nom, si tu veux, Tour Divide, etc. Donc je voyais à peu près le délire. Par contre, j'avais pas compris que c'était. En fait, c'est quand tu dis qu'il n'y a pas d'organisateur, c'est que demain, si quelqu'un se dit, bah vas-y, je vais faire la Tour Divide, il n'y a pas vraiment de date de départ. En fait, c'est un peu, tu te lances quand tu veux. C'est un défi en réalité, c'est ça?
Non, C'est une trace qui est il y a deux choses. Il y a une trace qui s'appelle la Continental Divide, qui part du Canada, qui traverse tous les États-Unis. Donc voilà, ça c'est la Continental Divide, sur laquelle on était une partie du chemin. Voilà, il y a Anton Kupica là, qui en a fait un gros bout, je crois, il y a un mois, enfin un peu avant la Divide. Il y a la Great Divide, qui est le parcours initial, on va dire le parcours historique de la Tour Divide. Et en fait, il y avait des gens qui traversaient les États-Unis comme ça, ils prenaient une trace, ils prenaient une autre trace. C'est comme le Great Himalaya Trail au Népal, tu vois, il y a des traces comme ça, comme l'Appalachian Trail. Et en fait, il y a 4-5 mecs, je caricature, mais on est vraiment pas loin de ça, qui se sont dit, comme pour l'UTMB, comme pour d'autres épreuves, putain, mais ça serait bien quand même qu'on voit qui c'est qui est le plus rapide, parce que toi, Jean-Michel, tu l'as fait en 92, mais bon, il y avait un passage où il y avait de la boue, machin truc. Toi, Didier, machin truc. Enfin, c'est plus Jason, Pete et machin. Et donc, je crois que c'est en 93 ou je crois que la première édition, enfin, c'est ces eaux-là. Ils ont dit, on va faire une course. Ça va s'appeler la Tour Divide sur les traces de la Great Divide. Et les mecs sont partis. Il y a un mec qui a roulé avec moi qui s'appelle Pete. Et le mec, il m'a dit, on avait une carte. Il y avait marqué à la Maison Bleue avec les volets bleus. Vous allez tourner à droite. Quand vous allez arriver à la montagne qui ressemble à un poisson, machin truc, une queue de poisson, vous allez tourner à gauche. Et ça, pendant 4250 km. Oh, Et donc, les mecs, ils se tapaient, je sais pas, 40, 50 jours, 60 jours, tu vois, pour certains, même plus. Et c'était une vraie aventure de ouf, tu vois, où ils étaient 10-15. Puis après, ça a pris de l'ampleur. Il y a eu Michael qui a voulu faire un gros truc. Je crois qu'il a gagné une fois. Et après, il a voulu battre son propre record. Il a battu son propre record. Il a fait un putain de temps, 13 jours et 20 heures, avec fourche rigide, enfin un vélo ultra léger et tout. Et lui, ça a été un peu le Kylian Jornet du truc, tu vois. En gros, il a allégé tout ce qu'il pouvait. Pour lui, tout ça, c'était des courses, c'est de la performance. Évidemment, il a tout le spirit comme un Kylian avec tout ce qu'il faut, parce que tu n'es pas un champion comme ça en tombant du ciel. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de réflexion sur ta pratique, sur la spiritualité, sur d'autres choses, sur l'apaisement. Mais c'était une machine de guerre. Et depuis, personne ne l'a battu. Même avec des vélos un peu plus modernes, etc. C'est pas il y a si longtemps, tu vois, mais personne n'arrive à le battre parce que tous les ans, il y a une couille. Bon, déjà, ils ont rajouté 2-3 mètres de D+, genre 2-3 000 mètres de D+, dont 2-3 passes vraiment casse-couille, tu vois. Genre, il y a un hike-bike, donc il y a un chemin, c'est du trail running, donc là, c'est vraiment très PTL. Et tu pousses ton vélo pendant entre 5 et 7 heures, je pense 15 heures pour les derniers, si c'est pas plus. Ah ouais. Ah ouais, là, c'est l'enfer. Parce que Ah, je pensais que tu allais me dire 5-7 km, mais ok, donc ah oui, mais 5-7 heures. 5, Okay. 7 km pour certains, c'est Oui, remarque, oui. Eh oui. c'est 7 heures. Ton vélo, il fait entre 15 et 25 kilos. Ça, pour certains, plus de 25 kilos. Ils ont des pochettes pour aller chercher le pain, tu vois, parce qu'ils ramènent toute leur life. Il y en a, c'est vraiment, ils ont la grosse tente qui fait 2,5 kg. Le mec, il a des matelas. Le matelas, c'est un truc pour 2 personnes que tu prends pour aller au camping de Chamonix, tu vois. Sauf que le gars, il va faire la Tour Divide, tu vois les vélos et tout. Tu dis, non, mec, là, t'as abusé, quoi. Alors, ça a tendance à se réduire, tu vois. Mais c'est comme quand on a fait la PTL, t'as toujours un gars avec un putain de sac de rando de 80 litres, tu vois. Et il te le double avec des chaussures à scratch avec un accent italien et tu lui dis, non, t'as pas le droit de me doubler maintenant, tu vois. En fait, le mec, c'est un guidos italien qui a fait, je sais pas, 50 fois le Mont Blanc et il le fait en plaquette, tu vois. Ouais. Et toi, t'es avec ton matos, t'as sous-pesé tes bâtons 15 fois pour dire, ouais, je pense que je vais choisir le bon modèle. Tu les as déjà cassés 12 fois, t'as déjà pris la deuxième paire parce qu'ils sont broyés. Et l'autre, il arrive avec ses chaussures de rando et tout. Tu dis, ah non, je peux pas le regarder. Et là, c'est vraiment ça. Au départ de la Divide, t'as des mecs, tu dis, comme quand j'ai fait Northscape, il y avait des mecs avec des rétroviseurs sur des vélos et tout. Tu dis, oh, je ne faut même pas que je les regarde parce que je vais switcher, tu vois. Donc, ils ont tout, quoi. Ils ont le matelas, ils ont le duvet qui fait jusqu'à moins 10 degrés, tu vois. Ils ont tout, quoi. Ils ont le duvet qui fait 2-3 kilos. Enfin. Donc, voilà. Et après, il y a des performeurs que tu vois, comme Ulrich, comme Sofiane Seyli, qui était pas là cette année, mais qui a gagné l'an passé, et qui ont des vélos à 13 kilos, quoi. Et là, si tu as un vélo à 18-20, c'est
bah déjà, je fais 80 kilos. Donc, je leur laisse déjà entre 5 et 15 kilos à chacun. Et ouais, tu as des mecs qui font 65 kilos, qui ont un vélo de 12-13 kilos. Le Belge qui a passé 3-4 jours, non, plus que ça, 7 jours devant, là, dans le top 3, il nous double. Il n'a pas de prolongateur, pas de spirit, donc pas d'appui autre que l'appui VTT. Pas de prolongateur, du coup, il peut pas se mettre sur les coudes, sauf des pads. Il avait juste des trucs pour poser les coudes, quoi, mais t'as pas de contrôle du vélo. Et il avait rien. Et en plus, il perd son duvet et son bivy au bout de 4 jours, je crois. Ah ouais. La vie est belle, quoi. Et quand il me double, là, je dis, il est parti pour 3 jours, quoi, c'est pas possible. Et évidemment, il s'est fracturé un os au poignet, il s'est niqué la main gauche aussi. Parce que, en fait, c'est tellement long, tu vois, comme la PTL, tu peux avoir tout le matériel le plus léger du monde. À un moment, il te faut du confort, il faut être rassuré, il faut se dire que tu vas pas tout péter si tu appuies sur le bâton ou si tu découpes ta chaussure sur un rocher. Faut pas que ta chaussure elle s'ouvre en deux, tu vois. Ouais. Bah, la Tour Divide, c'est pareil. C'est si tu as des pneus ultra légers, tu découpes, bah, ton pneu il est mort, bah, tu te débrouilles, quoi. Il y a Alex House qui a passé 10 ou 15 ans chez les pros, qui était encore champion des États-Unis de cyclisme, donc meilleur coureur des États-Unis quand même. Le mec a découpé son pneu, il avait un fil et une aiguille pour recoudre son pneu quand même, tu vois. Ouais. Oh là Ouais. là. Donc Punaise. voilà, toute cette tirade pour dire, c'est un peu engagé quand même, mais Ouais, gros chantier, ouais, j'ai l'impression, ouais. Bah, c'est vrai que chaque fois que tu mettais des stories, c'est tout bête, tu vois, mais la différence de climat entre le départ du Canada et l'arrivée au Mexique, j'y avais pas vraiment pensé, tu vois. Mais oui, passage dans la neige. Enfin, t'as mis quelques photos là où on voit bien que c'est pas un petit névé, quoi. Donc ouais, ça m'avait l'air d'être un sacré chantier. Et du coup, tu parlais tu vois que c'est important pour des courses qui sont aussi exigeantes d'arriver préparé, alors évidemment physiquement en termes de matériel, mais aussi d'un point de vue mental, ce que tu viens chercher, tu as évoqué la spiritualité. Toi, tu dirais que cette phase de préparation, tu l'as abordée comment et dans quel état d'esprit est-ce que tu es arrivé? bah, il y avait plusieurs choses. Encore une fois, il y a toujours 3 choses dans ma tête. Il y a mes problèmes personnels de me dire, est-ce que je veux vraiment performer? C'est-à-dire faire une performance physique et surtout un résultat. Ça, c'est une chose. Il y a ce que je pense profondément, c'est-à-dire que j'avais envie de rêver, j'avais envie de traverser les États-Unis, hein, c'était l'intention première. Et 3, j'avais envie de m'amuser. Et en fait, à partir du moment où j'arrive là-bas, je suis surstressé, comme j'ai pu l'être sur la PTL. Enfin, plein de moments de ma vie où je sais pas, je perds le contrôle de moi. Alors que j'ai vraiment une capacité de concentration, d'apaisement qui est quand même beaucoup plus élevée que par le passé, quand j'étais coureur et tout ça, coureur cycliste. Mais bah, je panique, quoi. Tu vois, j'arrive aux US, j'ai 15 000 couilles à l'aéroport, machin, le taxi, le logement. Enfin, ouais. Et du coup, je pète un câble, je pars de Calgary, je fais 600 bornes pour me rassurer. Donc, ces 600 bornes, ils m'ont fait du bien, tu vois. Mais je suis stressé, en fait. Je suis hyper stressé alors que je me suis préparé pendant 6 mois. En faisant quoi? Bah, je pense que je dis toujours, tu mets toute ta vie pour te préparer à ces épreuves-là, comme une PTL. Tu mets 30 ans à arriver à ce que tu es, tu vois. Après, tu apprends des choses tous les jours, tu fais des courses de préparation, etc., de réglage. Mais c'est pas l'année que tu as fait qui va te préparer à la PTL ou à la Tour Divide Ouais. ou à une autre course n'importe où dans le monde. C'est tout ce que tu as fait par le passé qui s'accumule et qui se met là. Et OK, mec, maintenant, il va falloir utiliser tes flèches que tu as travaillé pendant 30 ans et tu gères ton truc, quoi. Et en fait, bah ouais, je suis surstressé. Je pars bien, mais j'ai préparé un vélo, mais tu as toujours le doute de 15 000 trucs. Et surtout, comme tous les concurrents, tu sais pas comment t'es, quoi. Tu sais pas, on te dit qu'il y a des grizzlies, on te dit qu'il y a des ours, on te dit qu'il y a des cougars sur la map, on te dit qu'il y a un changement de température qui est de l'ordre de -5, -10 degrés, voire des fois plus dans certaines années, jusqu'à +50 degrés au Nouveau-Mexique. Je n'abuse pas du tout, hein. Il faisait plus de 48 degrés à mon Garmin les 2 derniers jours. Et ça, faut l'analyser. C'est-à-dire qu'il faut avoir des vêtements. En gros,
quand tu fais le Mont Blanc, tu t'habilles pour faire le Mont Blanc, quoi. Et là, tu t'habilles pour faire le Mont Blanc et en même temps être en train de traverser un désert où il fait 50 degrés, quoi. Et tout ça, bah, soit tu prends la technique du au cas où je prends ça et ton vélo, il fait 45 kilos, ou soit tu dis, bah, Steven, sur l'Atlas Mountain Race, il faisait -17 à un passage de col. Ça a très bien marché. Donc, tu utilises ça. Ces pneus, tu les as très bien utilisés. Tu as eu cette merde, mais ça va. Et tu t'élimines toutes les zones d'ombre. Et ça vaut pour toutes les épreuves, je pense. Il faut garder cette confiance de, mais j'ai déjà fait, en fait. Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. La boue, j'ai déjà fait. J'ai déjà passé ce truc-là. J'ai déjà passé un col à 3000. Ce qui est très dur, c'est par exemple dans le Colorado. Et là, tu vois, je suis à Chamonix, mais j'expliquais ça à mon movie maker de la Mongolie hier. Je lui dis, mais Kyrian, le Colorado, je croyais que c'était facile, quoi. Tout le monde m'a dit, c'est facile. Et en fait, le Colorado, c'est pas dur. C'est juste que tu es sur une piste de 4x4, grande piste de 4x4, qui fait 1000 miles. Et pendant 1000 miles, tu es entre 2500 et 3700 mètres. Et pendant ce temps-là, il fait entre 0 et 40 degrés. J'ai monté un col, j'étais à 3200 mètres, il faisait 27, 30 degrés. T'imagines, c'est comme si ici, tu montais, t'es à Chamonix ou pendant la PTL, on n'a pas eu 30 degrés à 3000 mètres, tu vois. T'es à 3000, il fait 30. Putain, mais bordel, mais lâchez-moi, quoi. Tu sais, déjà, t'es limite parce que t'es un peu déshydraté, t'es un peu fatigué. Le soleil tape dessus, bah, il fait chaud. Tu as un paramètre qui est supplémentaire à l'altitude et au coût calorique parce que quand tu es à 3000, tu utilises un peu plus, entre 25 et 30% de plus d'oxygène. Enfin, en tout cas, des recherches d'oxygène, ton coût calorique qui est plus important. Et surtout, tu es à 2 à l'heure, quoi. Tu vois, je roule à 10 km/h dans les gros cols, là, parce que tu as des cols de 25 bornes. Et tu montes à des stations de ski et tu te dis, nous, en France, en haut d'une station de ski, tu as une buvette, quoi. Allez, il n'y a pas de buvette, hein. Mais tu bascules, tu n'as pas de buvette, tu fais 100 bornes, tu n'as pas de buvette, tu fais 150 bornes. Et au bout d'un moment, tu as une station essence sur une espèce d'autoroute et tu y vas et tu dis, OK, bon mec, je vais sortir $70 parce que sinon je vais mourir, en fait. Donc, tu fais ça tout le temps parce qu'à la fin, tu es sur le truc de je me suis préparé, j'ai fait des trucs. Et en fait, tu finis par boire 2 litres de Sprite et de Coca-Cola par jour alors que tu as appris tout l'inverse toute ta vie. À manger des Skittles alors que tu n'en as jamais mangé de ta vie et à manger 15 sneakers alors que tu n'en manges jamais au quotidien. Mais ta vie, c'est de manger du fast-food, des burritos. Et à la fin, je te jure, je me suis mis à manger des trucs que je n'avais évidemment jamais mangé, mais surtout qui contenaient de la viande alors que j'en mange pas parce que je n'avais rien à manger. Je n'avais vraiment rien à manger. Donc tout ça, ça se prépare pas en fait, tu vois. Ouais. Seul truc qui te prépare à ça, c'est par exemple une PTL ou quand j'ai fait Paris-Dakar à vélo ou dans l'Himalaya. Mais tu as toujours l'espoir dans l'Himalaya ou en tout cas dans ta tête, tu sais qu'il y a un lodge dans 20 km. Ouais. Il n'y a rien. Rien. Bon, tu vas plus vite en vélo, mais bref, c'est ça qui est dur. Qui est vraiment dur, c'est de se dire allez, c'est pas grave. Je vais à 8 km/h, ça va durer 3 jours, mais la vie, elle est cool, quoi. Ouais. Bah, avec tout ce que tu me dis, tu vois, ce que j'avais vu de ce que tu partageais pendant l'épreuve, moi, en fait, il y a un mot qui me revient, tu vois, depuis tout à l'heure, c'est le lâcher prise, en fait. Ouais. Et dans ce que tu expliques, tu vois, il y a tellement de paramètres, tellement d'imprévus, c'est tellement énorme comme épreuve, tu peux pas te préparer à ça. Et il y a alors un événement, je pense que tu as dû en vivre plein des épreuves, tu vois, des moments difficiles, mais quand tu as commencé à partager les stories sur ton passage à la frontière américaine, franchement, je me suis dit: «Punaise, mais comment il va faire pour se remobiliser?» Je pense qu'il y avait déjà de la fatigue et cetera, donc voilà, il y avait des larmes, ça avait l'air vraiment, très, très, très relou comme incident, mais je me suis dit, «Waouh, franchement, s'il arrive à se remobiliser après un truc comme ça qui a l'air de vraiment l'affecter, chapeau bas, quoi». Et tu l'as fait, hein, puisque voilà, tu termines 4e, tu pas atteint l'objectif que tu voulais, mais enfin, c'est quand même ouf ce que tu as réalisé. Donc moi, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'était quand même peut-être un des plus gros événements, en tout cas, que tu as partagé. Tu dirais que c'est le cas, ça a été un des trucs les plus difficiles ou pas forcément? Ouais. Bah, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que
il y a plusieurs trucs, mais le premier truc, c'est que dans ma tête, depuis que j'ai arrêté ma petite microscopique carrière de cycliste, je me suis toujours dit que le vélo, c'était un jeu. Le vélo, c'est pas un jeu, hein. Clairement, quand tu commences le vélo, quand tu as 5, 7 ans, ça peut être un jeu, mais évidemment, quand tu emmènes tes parents ou tes amis faire du vélo pendant 100 bornes, tu sais au bout de 20 bornes que c'est pas un jeu. Comme la course à pied, comme plein de sports, comme la boxe, voilà. C'est pas du foot, c'est pas du rugby, c'est pas du golf, t'es pas en train de jouer. Du coup, c'est dur. Mais j'ai la prétention de me dire que aujourd'hui, physiquement, je suis prêt. Au départ de cette épreuve, je suis prêt. Je suis en capacité de faire cette map sans me blesser, sans me détruire, sans m'abîmer et surtout en m'amusant. Je retrouve des copains, Justinas, il y a Ulrich que je connais moins, mais il y a plein de mecs que je connais. Il y a Lael Wilcox, il y a d'autres légendes de l'ultra-endurance qui sont là et tu as 13 personnes qui veulent, je crois qu'il y a 13 même, peut-être plus, qui veulent battre le record de Michael. Donc, je sais que ça va être dur, je sais que ça va rouler très vite, je sais que le niveau, il n'a jamais été aussi relevé sur cette épreuve de l'histoire. Hein. Et il y a un autre truc, c'est que cette race, je ne la connais pas, je ne connais pas bien les États-Unis, donc j'ai plein de sources d'inquiétude. Mais en même temps, je me dis, je vais m'amuser. Je suis avec les copains et tout ça. Donc, je m'amuse un jour, 2 jours. Bon, voilà, je fais mes 400 km, il reste 20 bornes. On est à la frontière. Je suis avec Lael Wilcox, une des plus grosses légendes aujourd'hui de l'ultra, hein, vivante et en activité, qui est aux États-Unis, une fille qui rassemble sans en rajouter des milliers de femmes autour d'elle et qui met plein de gens à la pratique, pas que des femmes d'ailleurs. Beaucoup de mecs se sont mis au vélo grâce à elle et à ses films et à ses réseaux sociaux. Et donc, j'arrive à la frontière, je suis super content, je lui fais 2-3 blagues dans la descente, je lui dis, meuf, tu vas détester que je te dise ça et peut-être tu vas le prendre mal, mais j'ai jamais vu une meuf descendre comme ça. Je dis, je n'ai jamais vu une fille descendre comme ça. Je freine pas, tu vois, je descends vraiment comme un bâtard, hein. Je descends vraiment sale et elle est dans ma roue. Elle me double, elle me fait l'intérieur 2-3 fois et je dis, ouah. Ok, meuf, j'ai capté, en fait, t'es vraiment super forte. Donc, on sort à moitié Caleb, qui est un gars d'Alaska qui n'a pas trop d'expérience, mais qui est vraiment super mec et tout. On arrive à la frontière et je dis à Lael, je vous laisse tous les deux, donc ils sont tous les deux américains, je dis, je vous laisse passer parce que je sens que je vais perdre un peu de temps. Moi, je suis français, machin, tu sais, mais à aucun moment, je me dis, je vais avoir un gros problème. Ouais. Et donc, j'arrive et le gars, il me dit, et je vois tout de suite que j'ai un drapeau sur mon nom, tu vois. Un flag, quoi, comme si j'étais un terroriste, comme ça. Et je les vois passer, donc je fais signe à Lael et dans ma tête, je dis, ouais, je suis mort. Je suis mort. Je sais pas ce que j'ai fait encore comme connerie, mais tu sais, comme quand j'avais 5 ans et que je faisais une connerie, je savais que j'allais me faire pourrir par mes parents. Mais tu sais ce que tu as fait. Là, je savais pas. J'arrive et j'attends une demi-heure, 3/4 d'heure. Au bout de 3/4 d'heure, ça commence vraiment à me tendre, tu vois, parce que je dis vraiment, j'ai besoin de passer cette frontière, c'est une course et tout. Alors, le gars arrive, il me dit, alors, je vais t'expliquer, mec. La meilleure chose à faire pour toi, là, maintenant, là, c'est de prendre ton vélo, tu fais demi-tour et tu vas tout droit vers le Canada. Et si je peux te donner un autre conseil, c'est ne reviens plus jamais, ne tente jamais de revenir aux États-Unis. Et là, je pète un câble, tu vois, je commence à m'énerver vraiment un peu avec de l'ego, tu vois. Je dis, mais mec, tu comprends pas, tape sur Google mon nom. Je suis pas un mec qui fait des conneries. Je fais ça, j'ai fait ça. Il me dit, ok, pourquoi tu nous as pas dit que tu allais en Iran? C'est-à-dire, tu nous as pas dit que tu étais en Iran. Tu as signé toutes les cases en disant non, non, non. Tu sais, genre, est-ce que vous avez déjà trafiqué de l'alcool, de la drogue? Est-ce que vous êtes déjà machin à rentrer illégalement aux États? Et moi, dans ma tête, je dis, c'est bon. Non, non, non. Est-ce que vous êtes déjà allé au Yémen, en Irak? Non, 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 non. Putain, le gars, en fait, m'avait pris mon ESTA et avait l'autorisation de passer. Et en fait, il y avait un flag sur mon nom parce que je suis interdit du territoire aux États-Unis et je ne le savais pas. J'arrive là, vraiment, je ne suis pas gogol, je ne vais pas arriver à la frontière en me disant ah, ça va le faire et tout. Et là, je craque, tu vois, je le regarde, je dis mais s'il vous plaît, juste, est-ce qu'on peut discuter 2 secondes et tout? Il me dit il n'y a pas de discussion, la seule discussion que tu peux avoir, c'est pour rentrer au Canada, je te laisse passer dans l'autre sens, retourner d'où tu viens, mais en gros, barre-toi, tu vois, ça devenait un peu virulent. Et je dis alors, mec, je vais te dire un truc. Quand j'étais petit et je lui raconte toute mon histoire, et je dis mec, je le rêve
j'ai le rêve de traverser ton putain de pays. Laisse-moi passer. Je suis en course. Tu connais la L. Wilcox, elle vient de passer devant toi. Est-ce que tu peux me laisser passer? J'étais 6e de la course. Je voyais 15 personnes passer par heure, tu vois. Et il commence à s'énerver. Et il revient 1 heure après, il me dit, OK, je te laisse passer, tu me donnes $500, tu nous donnes $500 et je te fais un temporary passport. Ça dure 20 jours et tu dois me signer un papier qui fera en sorte et qui dira que tu me le rediras vocalement, oralement, jamais tu ne pourras revenir aux États-Unis forever. Et il me le redit une deuxième fois. Forever. Et ça résonne dans ma tête. Forever. Et je dis, voilà. Et dans ma tête, en fait, il y a tous mes rêves d'enfant, tu vois, de trucs, Lucky Luke, machin, papa, machin. Et en fait, je les voyais tous. Et donc, je suis allé le voir 15 fois pour avoir le Wi-Fi, au moins pour contacter des gens de mon réseau, mes amis, ma famille, dire que tout va bien. Au moins, les gens qui travaillent aussi avec moi, tu vois, sur Gravelman, dire, les amis, il n'y a pas de problème, je suis juste bloqué à la frontière. Tout le monde s'inquiétait, tu vois. 1 heure, 2 heures, 4 heures. Et là, je vais le voir une dernière fois et je lui dis, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Et il me dit, OK, tu dois signer ce papier, tu dois nous dire vraiment, voilà, et je vais te poser 100 questions. Il me pose 100 questions, après il me repose 100 questions, mais des trucs de l'enfer. Avez-vous toutes les questions de l'ESTA, plus des trucs, voilà. Ils prennent mon portable pendant 2 heures, je sais pas ce qu'ils ont fait dedans, ils ont regardé toutes mes localisations depuis que je laisse. Et voilà, et je passe. Et alors, je peux te dire que dans ma tête, cette notion de jeu qui était surtout l'intention que je voulais donner à cette course, je l'ai instantanément perdue. Quand je repars de la frontière, je suis en pleurs, je te jure. En fait, je pleure parce que toutes les croyances que j'avais sur les libertés de l'humain, les droits de l'homme, toutes mes croyances sur ce que tu fais, c'est noble, c'est super, t'as raison, continue, t'es un mec libre, Steven, t'as tout compris. J'ai rien compris. À ce moment-là, j'ai rien compris. J'ai tout perdu, en fait, à ce moment-là. En fait, j'ai perdu toute l'espèce de candeur que je pouvais avoir dans mon espèce de job d'aventurier. C'est un peu arrogant de dire ça, mais c'est mon travail, tu vois. Mon travail, c'est de faire rêver les gens, de les faire rouler sur les Gravelman et de m'aventurer. Je perds tout, tu vois. Je perds tout. Franchement, à ce moment-là, je perds tout parce que ça me creuse vraiment à l'intérieur. Et surtout, je peux parler à personne, tu vois. Il me fait passer, je fais 15 bornes, j'arrive à Eureka, je vais dans une laundry, là, dans une labomatique, là. Il y a le Wi-Fi et je poste les stories et je parle à mon entourage. J'achète une eSIM, ça marche pas, 2 eSIM, donc je suis toujours... En gros, je n'aurai pas de contact avec les gens et j'y arrive pas parce qu'en fait, comme un connard, j'ai encore une puce française dans mon téléphone et dès que tu as une puce, tu peux pas mettre de eSIM aux États-Unis. En fait, tout est bloqué. Je rachète une troisième. Je pense que j'ai claqué 400 € de eSIM sans avoir l'utilité, l'usage. Bref, je me casse de cette station-service en me disant, mec, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de machin, mec. Là, il faut que tu sois un chevalier, mais normalement, je deviens un chevalier à 1000 km de l'arrivée en course, tu vois. Quand je gagne Northscape, j'ai commencé à m'énerver sur moi-même à 1000 bornes de l'arrivée, quand je suis arrivé un peu avant la Finlande et tout ça. Mais jamais, même sur une PTL, tu sais, tu peux pas rentrer avec une épée dans la première montée là, en se disant, tu fais le kilomètre vertical comme un chevalier, tu fais péter tes coéquipiers, tu arrives en haut, tu es les 4 fers en l'air et tu dis, ouais, je suis un monstre. Non, ça n'existe pas, tu le sais, ça. Ouais. Sauf que là, je me mets à 95%, quoi. Je me mets à 95%, je loupe 1, 2, 3, 4. Je voyais les personnes défiler comme ça. Et dans ma tête, je dis, mec, t'es un monstre, t'es insane. Tu sais, dans ma tête, je me disais que ça. Je dis, vas-y, ils vont comprendre, tu vois. Alors que la seule personne qui devait comprendre, c'était moi. C'était que j'avais juste besoin de me faire mal et de me dire, mais putain de merde, quoi. En fait, tu vois, j'étais tellement mal que je me disais, fais-toi mal, au moins tu vas oublier, quoi. Et je me suis maltraité pendant 2 jours. Donc, je passe de, je sais pas quoi, 45e à 6 ou 7e. Et j'arrive à Butte, non, plus que, 7, 8e. Et je remonte tout le monde. Et tout le monde, c'était n'importe quoi. Tu vois, je doublais des gars, je pense que j'avais le double de leur vitesse, quoi. Je double Alex House, l'ancien pro, il était par terre en train de réparer ses pneus et tout. Il me dit, mec, attends-moi et tout. Et je vois qu'il y a un rayon dans la main. Je dis, mauvaise idée, surtout.
Surtout, t'arrêtes pas, sinon en plus, en fait, c'est trop un mec sympa pour que je m'arrête, parce que si je m'arrête, je sais que je vais rester avec lui pendant 10 jours. Ouais. Et je dis non, remets-toi dans ta course. Et donc, en gros, je me fouette la tête pendant 2-3 jours. Je dors à peine la première nuit. Je tombe sur un gars qui est en pignon fixe. Et là, je retourne dans le jeu. Mais non. Oh, le mec est en single speed. On monte un col et il me dit, ouais, on dort là et tout. Et là, il me dit juste, euh, est-ce que tu peux mettre ta frontale? Parce que là, je viens de voir 3 mountain lions. Donc, c'est des cougars. Et je le regarde. Je comprends pas ce que. Mon anglais est très mauvais, hein, vraiment. Mais là, je dis, je comprends pas ce que tu viens de me dire. Et j'avais très bien compris. Il me dit, non, là, en haut, là, regarde là, en haut de la butte, il y a 3 mountain lions. On venait de voir 7 personnes en bivy à 30 mètres. Ouais. Je dis, mais moi, je dors pas là, mec. Je dis, tu comprends pas, en fait. Je dis, c'est pas question de peur. C'est question, on va mourir. Je sais pas, j'avais 55 dollars de sneakers et de barres à moitié ouvertes dans mon sac. Mais je dis, je vais pas crever pour des sneakers. Et donc, je dis, on se casse, on fait 20 miles. On était décapités. On se couche à 3 heures du matin. Et là, il me déballe le bébé. Il me dit, par contre, je t'ai rien dit, mais moi, c'est une personne. Je dis, j'en ai rien à foutre. Je dis, mec, je veux juste dormir dans un endroit. Je veux juste être avec quelqu'un. Je veux juste qu'on parle, qu'on discute. Et il me dit, ok, bon, on fait toute la nuit alors. Je dis, à 3h, 3h30, on dort. 3h30, bam, on jette la tente. Je m'allonge, je me faxe dans le truc et je lui dis, moi, par contre, je dors 1h30. Il me regarde, il me dit, mais non, c'est insane. Je dis, non, il a dormi 5-6 heures, je pense. Ah ouais. Et ouais. Et moi, je dors 1h30, je me casse. Et je reprends encore 1 ou 2 personnes. Il y a un Belge qui revient sur moi. Je rachète encore 60 dollars dans un shop, là, supermarket. J'ai de la connexion, du coup, je parle avec les gens qui sont super inquiets. Et voilà, quoi. Et puis, ma course, elle continue jusqu'à l'AL, où je reprends l'AL, enfin, je reprends Caleb de nouveau. J'ai mis 2 jours, j'ai mis 50 heures, je crois, 50 ou 51 heures, à revenir là où j'étais. Donc, revenir sur l'AL, qui était 6 ou 7e, et Caleb. Et je suis Donc déglingué. 50 heures pour récupérer les 4 heures Ah ouais, ouais, où t'es 4 heures, resté mais bloqué, quoi. qui sont devenus plus, Et quoi. ouais. Et Pouah. parce que tu sais, tu pètes un câble, je m'arrête au lavomatique, je pense que je suis resté 1h30 dedans, je dors dans la tente du gars, bon, j'ai pas perdu beaucoup de temps, mais quand tu es dans la course, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, Les ouais. temps d'arrêt, c'est pas les mêmes. C'est pas pareil. Donc je la reprends Et et donc le. elle est défoncée, quoi, elle est explosée, et en fait, je les reprends et je vois que je suis super frais par rapport à tout le monde. Et là, il y a une autre course qui reprend, une deuxième phase qui est plus apaisée, on va dire. Ouais. Punaise. Donc le fin mot de l'histoire, en fait, c'est que dans tes défis précédents, j'imagine avec le projet 666, etc., tu étais allé dans des pays qui aux US sont flagués. Ouais. Et donc sans que tu en aies été informé, en fait, tu avais basculé sur une liste des persona non grata pour les US, quoi. Ah ouais, ouais, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me valide mon ESTA. Et moi, quand c'est validé, c'est validé. Sauf que au moment où j'arrive dans le lavomatique, je dis, je vais quand même regarder dans mes spams et tout ça, parce que. Et en fait, dans mes spams, j'ai une notification qui fait que j'ai eu un deuxième mail de notification qui fait que mon premier ESTA, la validation avait été annulée et que en gros, je peux pas accéder aux États-Unis, mais dans ma tête, j'étais bon, tu vois, j'étais tranquille. Parce que je suis allé en Iran Ouais. avec Perrine, on a monté un sommet qui s'appelle le Damavan, et c'était un micro-projet. Et d'ailleurs, là-bas, ils croyaient que j'étais un espion américain. Steven, mais, mais, mais non, je suis allé 36, 40, je sais plus, c'est 36 ou 40 heures en Iran, et pour monter un sommet à pied, et voilà, quoi. Et c'est pour ça que je suis flagué. Et après, ils ont regardé mon truc et ils me disent, mais pourquoi vous passez autant de temps au Maroc? Pourquoi vous avez été au Tibet? Pourquoi vous avez été en Russie? Et le mec me met quand même son putain de courrier là, que je vais plus jamais aux États-Unis, en face de mon visa russe. Juste en face. Exprès, quoi. Tu vois. Un peu genre, t'inquiète, mec. Ça te servira de leçon, quoi. Mais donc c'est pas du bluff, tu penses? C'est véridique, tu peux plus jamais foutre les pieds aux US? Franchement, j'ai même pas envie, pour l'instant, de poser ces questions-là. Et en fait, j'ai Ouais. juste envie de me dire, j'ai rencontré des Américains exceptionnels. Tout ce qui a pu être fait à la frontière a été presque effacé. C'est à l'intérieur, c'est l'âge, ça m'a brisé un truc à l'intérieur de moi, un truc un peu d'enfant. Mais j'ai rencontré tellement de gens extraordinaires, tellement de gens qui m'ont montré du soutien.
la sympathie, de la bienveillance, des aides diverses de genre où je suis en galère, où je capte pas. Enfin bref, j'ai oublié des trucs dans des stations-service, des gens qui m'amenaient, genre, j'oublie, j'achète 2 parts de pizza, je les laisse sur le comptoir et je suis tellement explosé. Tu sais, quand tu dors pas pendant 24-30 heures, je sais plus comment tu t'appelles. Je laisse ma bouffe sur le comptoir et les gens, ils m'amenaient les trucs. Ou bien vous avez oublié votre téléphone. Parce que mon téléphone, c'est un acte manqué, tu vois. J'ai explosé mon téléphone et j'en ai perdu un autre. Mais c'est parce que je suis peut-être trop connecté, j'en sais rien. Je parle trop pendant les courses avec les gens. J'ai trop besoin du soutien de gens, en fait, d'humains. J'ai trop besoin d'humanité dans ma vie et dans ma pratique de l'ultra que la vie, elle m'a un peu puni, je crois. Ouais. Bah, je trouve que c'est hyper intéressant cette analyse que tu as, tu vois, finalement, de dire, voilà, quelque part, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais déjà un peu tourné la page, tu vois. Tu dis, bon, voilà, il y a eu cet événement, mais ça peut pas effacer toutes les rencontres hyper riches qu'il y a eu après ça et avant ça, quoi. Non, c'est pas de tourner la page, mais en fait, si j'avais eu de la rancœur et de l'énervement et de la rage, elle sert à rien, cette rage, tu vois. Ouais, Ça va servir à quoi? Tiens, les Américains, j'ai gagné. Non, je suis pas comme ça, je m'en fous, je suis pas rancunier. Ça reste toujours, quand quelqu'un me déçoit, me fait du mal ou fait un truc vraiment malsain, toujours, ça reste dans ma tête, dans mon cœur, toujours, toujours. Mais ça, je me dis, c'est un individu ou une administration qui a des règles ouais, absolument strictes, complètement et incompréhensibles pour certaines, pas forcément celle-là, mais plein d'autres. Et surtout, je me suis vu comme un migrant, comme d'autres gens qui vivent des choses partout dans le monde qui sont beaucoup, beaucoup plus graves et beaucoup plus vitales que moi. Et j'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule, quoi. Parce qu'il y a des ouais, gens qui m'ont dit, mais tu devrais faire des conférences là-dessus, sur ce qui se passe aux États-Unis. Tu devrais montrer, voilà, le, le, enfin, ce qu'un humain est capable de faire. Oui, ok, mais je vais pas me mettre en position de je suis une victime. Oui, je suis une ouais, victime, ça a duré 4 heures. Ça m'a niqué ma course parce qu'ils me prennent entre 80 et 100 miles hein, à ce moment-là. Et surtout, ça me blesse profondément, tu vois. Mais c'est comme ça. Après, quand je revois Laël, quand je revois Caleb, quand je revois plein d'autres, quand je vois tous les noms, Pete, Steve, machin, tous les ricains que j'ai vus, mais ils étaient super, tu vois. Ils étaient super. Et à chaque fois, eux, ils s'excusaient pour leur pays, tu vois. Et ça, en fait, ouais. ça m'a tellement touché. Et le pire, c'était Laël. Elle a les larmes aux yeux. Elle me dit, je suis vraiment désolé. Je sais qu'on n'est pas comme ça et tout. Je dis, et là, il n'y a pas de problème, tu sais, c'est pas parce qu'il y a un gars dans la rue qui va me pourrir dans un pays que je vais dire que tout le pays est pourri. Ouais, c'est clair. Et je dis, vous êtes quand même rude, quoi. Je dis, franchement, vous êtes rude. Elle me dit, non, non, t'inquiète, même pour nous à l'intérieur du territoire, les règles, elles sont vraiment strictes. Soit tu restes dans les clous, soit dès que tu sors, bah, ça tape fort, quoi. Ouais, Donc voilà, donc ouais, ce côté-là, je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien de pleurer sur son sort et maintenant, il faut avancer. Et je me dis que c'est de ma faute et basta. Sinon, si je me dis que c'est de la faute des autres, hein, ouais, trop ouais. facile et c'est trop dur, hein. Ouais. Bah, en tout cas, chapeau parce que voilà, c'est quand même arrivé relativement tôt et puis clairement, tu as réussi à te remobiliser. C'est intéressant ce que tu expliquais sur la façon dont tu l'as fait finalement, c'était de te dire bah vas-y, je me rentre dedans en fait. Je me rentre dedans, je reviens où j'étais au moment de la frontière et après on verra. Et tu l'as vraiment senti d'ailleurs, cette espèce de trigger où tu es passé dans une phase plutôt d'apaisement une fois que tu as rattrapé la L et les autres. Ah, mais c'est la L. C'est la L. Clairement, c'est la L. Ah, c'est la L, C'est ouais. Caleb et la L, mais c'est la L qui me regarde et qui me dit, elle me regarde, elle me dit, hey, c'est bon. Je dis, mais quoi? Elle me dit, t'es septième. Steven, t'es septième. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais tu vas gagner. Elle me dit, mais tu vas gagner. Je dis, mais je vais rien gagner. Elle me dit, tu vas gagner, Steven. Elle me dit, t'es plus fort que tout le monde. Juste, mets-toi ça dans la tête. Là, t'es plus fort que tout le monde. Là, maintenant, il faut que tu te dises pendant 2, 3 jours, il faut que tu te ménages un peu, il faut que tu dormes normalement. Je dis, là, c'est fini, ça, c'est fini, il faut que je revienne. Tu sais, dans ma tête, je continue à revenir, en fait. Ouais, Et en fait, plus elle me parlait, tu sais, j'avais des moments, parce qu'il y a des moments, tu es à côté de quelqu'un, c'est comme sur la PTL, tu connais, tu es avec ton pote, tu te parles pas pendant 5 heures. Et à ouais, côté, on se regardait comme ça, on souriait. Dans ma tête, c'était juste dur, l'enfer, tu vois. Et des fois, on se tapait des barres parce que je lui dis,
Je lui dis, c'est vraiment, c'est dur, hein. Elle me dit, c'est une certaine idée de la douleur. Elle me dit, en anglais, elle me dit, c'est une certaine idée de la douleur. Et j'explose de rire, mais 15 000 fois, tu vois. Après, je lui faisais des imitations de Thomas Vauclair qui se met en danseuse sur le Tour de France. Un mec qui est complètement éclaté au sol, qui essaie de la doubler. Et je lui imitais tout et pleurais de rire, tu vois. Et en fait, on s'est tapé des barres pendant 3-4 jours, ce qui est quand même dingue sur ces courses-là. Parce que normalement, bah, tu te la mets et tu te batailles toi-même. Et c'est un long fleuve pas trop tranquille, solo, quoi. Mais j'avais besoin de me dire, putain, j'ai un humain qui est à côté de moi et qui comprend ce que je lui dis. Ouais. Et en fait, je lui apportais aussi des trucs, c'est que je lui disais, mais franchement, je pense qu'on est pas mal, quoi. Et elle me disait toujours, we are doing great, we are doing... Et en fait, c'est vraiment les ricains sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus positifs que nous. Je disais, ouais, franchement, il n'y a pas de je crois qu'on va. Parce que moi, je lui dis, je crois qu'on est pas mal là. Et elle me disait, non, on va super bien là. On va super vite, Steven. Mais je lui dis, mais c'est quoi les timings? Parce que je n'ai pas de connexion, hein. Enfin, je n'ai pas de puce américaine. Du coup, j'ai pas de liaison avec mon entourage ou des gens ou juste le tracker, tu vois. Ouais. Et elle me dit, non, 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 mais là, franchement, on a repris tant de kilomètres, on a pris 30 miles, ils sont à combien de miles, machin. Tu vois, on discutait de tout ça, plus le reste, quoi. Et après, elle me parlait de la map. Elle me dit, là, ça va être comme ça va être comme ça. Et j'ai vachement appris parce que je savais pas qui c'était cette fille. J'avais peut-être des a priori en me disant, en fait, c'est une starlet. Et en fait, c'est pas du tout ça, tu vois. C'est tout l'inverse. C'est une meuf, bah, juste, elle fait des trucs fous. Et c'est des plus grandes communicantes de l'ultra-endurance mondiale, hein, clairement, en vélo, hein, je sais pas. Et elle fait ça bien, très très bien, très professionnellement avec sa femme Wu. Et voilà quoi. Et Caleb, le lendemain, il se fait mal j'allais dire au releveur, mais au talon d'Achille. Et, euh, et il a le tendon, enfin bref, ça lui frotte et tout. Je dis, ah mec, tu vas pas me faire une fracture du mental, ça fait déjà 20 heures qu'on est ensemble et tout. Il me dit, non, non. Il me dit, ça va pas. Je dis, arrête. Je dis, bois 2 litres d'eau, apaise-toi, franchement, arrête de stresser. Il me dit, non, mais là, je suis avec deux putains de légendes. Et il se met à pleurer dans la chambre et tout. Il me dit, oh, je suis avec deux putains de légendes, moi, je suis une merde et tout. Je dis, mais non. Je dis, il n'y a pas de légende. Là, on est à poil devant toi. On a deux cuissards de maillot comme toi. On n'a rien à manger, rien à boire. Demain matin, on va s'acheter à manger, on va s'acheter à boire, on va partir ensemble. On va refaire une belle journée de vélo. Faut pas te prendre la tête. Demain, on va rouler entre 16 et 20 heures de vélo. Et ça sera un autre jour. Et demain, on va trouver. Et je lui disais, le jeu, il est simple. C'est ça le game. Ouais, mais bon, putain, c'est dur, quoi. Et je lui dis, mais je suis pareil que toi. Et là, elle lui disait, mais on est les mêmes. On est les mêmes, mec. La seule différence, c'est que toi, t'as pas confiance. Et nous, on a super confiance, tu vois. Et c'est la seule différence. Et en fait, il a fini sa course bien, tu vois. Il fait 16 ou 17 jours dans ses rêves, hein, dans ses rêves fous. C'était ça son timing. Et là, elle fait juste 16 ou 17, pareil, 17, je crois. En ayant été à l'hôpital, en ayant été intubée, machin, enfin, l'enfer, quoi. La meuf, elle Ah a ouais. perperfusé. Ouais, elle a fait une déshydratation sévère. Elle a fait des grosses crises d'asthme très, très, très carabinées parce qu'il y a eu des incendies, plus la poussière. En fait, tu passes ton temps à tousser, tu vois. Tu passes ton temps à tousser comme si tu fumais 2 paquets de clopes par jour parce que tu es tout le temps dans la poussière. Moi, je dois avoir 200 ou 300 allergies différentes et qui sont mineures parce que j'ai réussi à vivre jusqu'à maintenant. Et moi, dès qu'il y a de la poussière, je suis déglingué, tu vois. Les graminées, la poussière, enfin, j'ai 15 trucs vraiment graves comme ça. Et voilà, mais moi, je prends pas de ventoline. Et là, le top 10, je pense qu'il n'y a pas une personne qui prend pas de la ventoline, quoi. Bon. Ah Ah ouais. ouais, ouais, Ah ouais, punaise. ouais, Ok. ouais. J'en parle parce que au bout d'un moment, ça va me saouler un jour et je pense que je vais mettre les pieds dans le plat sur tous ces dérives de la pratique parce que c'est fatigant en fait. Je comprends que tout le monde soit un peu asthmatique, tout le monde soit machin, mais tout le monde a d'asthme d'effort, tout le monde a machin, tout le monde est allergique à la poussière. Oh, t'arrives à rouler 350 bornes en gravel. Bah ça te sauve, là. Ça te fait quoi en fait la ventoline? Bah ça t'ouvre C'est. quoi, ça t'ouvre. C'est comme si tu respirais dans une paille.
quand tu es vraiment asthmatique, tu sais, tu fais des crises et tout ça, tu respires dans une Ouais. paille en caricaturant hop, ça te met un tube beaucoup plus gros et tu respires à peu près normalement, tu vois. Il y en a qui font de l'asthme, un peu des crises de panique, il y en a le stress, enfin tous les facteurs aggravants, la poussière, la pollution et tout le reste. Mais Mais donc, si t'es pas asthmatique, ça te permet d'avoir plus de volume aussi à ouais, l'inspiration ou pas? ouais, ouais, Ah ouais, ouais. ah ouais, donc Bah ouais, ouais. ouais, il y avait eu un scandale sur, c'était Chris Froome, je crois, le premier à avoir vraiment ça dans sa poche sur le Tour de France, en tout cas de manière visible, parce que la caméra, elle était postée sur lui 24/24. Et le mec, en fait, il avait son truc de ventoline, il se mettait je sais pas combien de pchit et à la caméra, tu vois. Et du coup, ça avait fait un long scandale. Maintenant, on en parle beaucoup D'accord. moins, mais je trouve ça Ouais, un peu ouf, mais c'est comme ça. C'est légal du ouais, moment que ouais. tu as une ordonnance, du coup, voilà. Ouais, c'est un peu le coup de l'aspirine sur les marathons ou les trucs comme Ouais, ça. enfin, l'aspirine, c'est pour aller chercher le dossard. La ventoline, c'est 150 aspirines pour Ouais. l'échelle du dopage. Ouais, ouais, ouais. Bah, même sur la PTL, hein, des fois, je retrouvais des anti-inflammatoires, des machins. Ah ouais? Ah ouais, ouais, tu sais, tu regardes par terre. Ah, lui, il avait un peu mal au dos. Lui, il avait un peu mal au dos. Ah, moi, Aïe, aïe, aïe. tout ça, no way, quoi. Parce que je sais que si tu Ouais, prends un truc, ça t'enlève la douleur et elle va intervenir quelque part où tu fais juste repousser le truc pour te déboîter la tête. ouais. Et au bout Bah, des surtout comptes, sur. ouais, Parce qu'au final, t'as mis 15 jours, c'est ça? ouais. Ouais, donc ouais, surtout sur des épreuves. Euh, donc, il t'a fallu 2 jours pour arriver à la frontière, en gros 2, 3 jours pour récupérer, ouais, une cinquantaine d'heures pour récupérer le retard que t'as pris à la frontière. Et là, t'as entamé, on va dire, une deuxième phase où tu étais avec la L. Ça s'est passé comment, on va dire, le dernier tiers parce qu'elle, quand elle a eu ses problèmes, etc., toi, tu t'es retrouvé, t'étais solo à ce moment-là, t'as dû continuer seul? Non, 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 on va jusqu'à Atlantic City, qui est genre, comment te dire? J'allais te dire Beaufort, mais c'est pas Beaufort. C'est Beaufort avec juste deux maisons. C'est un, Ok. une espèce de village alpin, mais entre. Non, c'est pas le bon exemple. Je sais pas en France quel village. Un village d'Auvergne où ils ont enlevé tous les commerces et ils ont gardé juste deux maisons où il y a les volets qui sont à moitié fermés. Et t'as une espèce de chambre d'hôte de l'enfer avec des volets fermés et, et un mec qui vend des armes. On a passé Oh punaise, ah ouais, qui d'accord. vend des armes et on te dit c'est lui qui vend de la bouffe dans le village, quoi. Et Ok. donc tu y vas Oh et là putain. tu vois qu'il a 15 sneakers, 3 paquets de chips et là pour toi c'est Disneyland. Tu dis voilà, je vais faire un carnage. Fait 100 cartes, tu essaies de trouver un truc à bouffer et à boire. Du coup tu lui achètes tout et là elle me regarde, elle me dit en anglais on est à 30 miles. Je dis on est à 30 miles. On est à 30 miles de Chris. Je dis c'est pas possible. Chris Burkhardt, il était quatrième avec Ezra, un Américain, Ezra et Joe Nation, qui finit troisième à la fin. Et elle me dit, ils sont à 30 miles. Pour le Waouh. commun des mortels, 30 miles, tu mets 24 heures à revenir, tu vois. Sauf que dans ma tête, comme un gogol, en fait, c'est comme si sur la PTL, tu as une équipe qui est à 30 km. Et Ouais. moi, je me dis, je pense qu'en 3 heures, je peux revenir. Donc, Oh il faut que je punaise. roule beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et je lui dis, ouais, je pense que je peux revenir avant ce soir, quoi. Il était 14-15 heures. Et à ce moment-là, tu étais sur des Elle me dit, mais sections tu vas le plutôt faire. genre DFCI? Là, t'es sur des pistes de l'enfer, là. T'es sur des pistes qui, s'il y a de la boue, c'est, comment te dire, c'est le Rwanda. C'est-à-dire que ça devient de la boue qu'ils appellent peanut butter, là. Ça devient de la boue épaisse qui te défonce. Sauf que là, c'était Ouais. sec, vraiment sec, jusqu'à un endroit presque où ils étaient déjà, tu vois, 30 miles plus loin. Et donc, c'est des grandes pistes de 4x4, mais qui sont des routes tout à fait carrossables et où tu mets même des camions de 3 tonnes 5, hein, vraiment, hein, ça roule fort. Ah ouais, Là, ok. c'est leur route à eux, c'est leur départemental. Et je regarde la elle me dit, et elle sourit avec un petit truc, petit sourire en coin, comme ça, elle me dit, en gros, it's time, quoi. Et je dis, it's time. Je dis, en gros, bah, là, il faut que tu fasses ta course maintenant, Steven. Je pense que c'est le moment
Showtime. J'y allais, quoi. Et là, dans ma tête, il y a un truc qui se déclenche et je deviens un animal, quoi. Je dis, ok. On monte un mur de 15% là pendant une borne. Et j'arrive en haut et je lui fais signe comme ça. Je dis, viens dans ma roue, quoi. Et je descends les dents, bam, je roule comme un fumier, vraiment n'importe quoi pendant 3 heures, mais vraiment à fond de chez à fond. Et là, je vois deux personnes. Il y avait un couple de retraités américains. Ils sont sur la map et ils étaient en train de planter leur tente. Et je lui dis, est-ce qu'il y a des gens qui sont passés? Elle me dit, oui. Et je dis, mais ils sont à combien? Elle me dit, 20 minutes. 20 minutes. Oh là là. Donc, j'avais repris 90% des 30 miles. Et donc, je me remets tout pendant tout le temps qui me restait. Et en 3-4 heures, j'étais revenu sur eux. Je les double comme si je les connaissais pas. Et je dis, mais t'es vraiment con. Je dis, mais mec, si tu les as pas vus depuis 5 jours, donc je m'arrête, je ralentis. Et je dis, ça va les gars et tout. Il me dit, et toi, t'es rentré vite. Et je dis, explique. Je dis, ouais, je suis un peu énervé. J'ai eu ça, à la frontière, mec. On est tellement désolé. En plus, Chris Burkhardt, tu vois, c'est quand même une grosse personnalité, mais c'est un Californien. Super mec, tu vois, super gentil. Il me dit, mec, tu sais, on n'est pas comme ça aux États-Unis. Il faut pas. Non. Je dis, t'inquiète. Problème réglé dans ma tête. Juste, ils sont loin devant. Tu sais, parce que j'ai pas d'infos quand il me dit devant. Ah, ils sont très, très loin. Il me dit, ils sont à 100 miles. Ah ouais. Ah ouais. Et là, je dis, merde. Bon, je vais peut-être pas pouvoir faire ça pendant 24 heures à rouler comme si c'était le Tour de France, tu vois. Je dis, bon, je fais quoi? On reste ensemble? Il me dit, là, on va arriver dans une zone où il y a que de la boue. Et dans ma tête, je dis, c'est bon. Ça va durer 2 bornes. Enfin, j'ai pas trop peur, quoi. Oh putain. Pendant 50 bornes, Mais non. l'enfer. Ah ouais, l'enfer. Franchement, dans ma vie, j'ai eu de la boue, j'ai eu des problèmes à péter des trucs sur mes vélos. Et là, tu es dans un truc, ce qu'ils appellent le fameux peanut butter, là. C'est dit vraiment un truc où tu rentres dedans, tu ne ressors jamais. À un moment, j'arrive à bloc dedans, j'arrive à 25-30 à l'heure dedans, tu vois, ce qui est beaucoup pour des pistes de 4x4, là. Je reste planté, je fais un espèce de soleil où le vélo, il reste dedans. Moi, je Ah ouais. bascule. Je dis, oh, acculé. Et à ce moment-là, je perds ma frontale. J'ai perdu ma frontale pour le reste de l'aventure. Et je dis, ok, c'est ça le jeu, en fait. C'est ça le truc. Là, alors là, il va falloir réfléchir à toutes les trajectoires et machin. Où il y a de l'eau, parce que dès qu'il y a de l'eau, tu sais, tu peux nettoyer tes pneus, mais Ouais. tu restes stuck, tu restes bloqué dedans, mais bloqué. Tu ne peux pas tourner ta roue en avant ou en arrière. Et elle me l'avait dit, mais j'y croyais pas. Et bref. Et du coup, c'est 50 bandes de bataille, là, et je sais pas, je finis 3-4 heures avant eux, là, le soir. Et en fait, le soir, qui devait être 22h, 23h pour revenir à des horaires normaux, ça se transforme en 3h du matin. Eux, ils arrivent à 5-6 heures, ils repartent à 7. Et voilà, quoi, je dors 2 heures ou 3 heures. Et après, c'est la bataille. Ça a duré 4-5 jours. Non, moins que ça. Encore 2 jours. Et après, je pète mon boîtier de pédalier. Et Ah ouais. Ah punaise, j'avais pas suivi ça. T'as pété ton boîtier de pédalier? ouais. En fait, avec la boue, comme un con, j'ai tellement bourriné que on a tous les boîtiers SRAM de la course, presque, on a tous pété notre boîtier. C'est un truc minime, sauf que c'est arrivé très très loin d'un magasin de vélo pour moi. Et du premier magasin de vélo qui était genre à 50-60 miles, à Brush Mountain, là, je casse mon boîtier de pédalier et je dis, ouais, je vais au magasin de vélo. Le magasin de vélo ferme à 18h, j'arrive à 20h à la ville. Et là, tu te dis, est-ce que j'attends 4, je suis, putain, je dis non, putain, je peux pas attendre tout ça. Tu sais, tu dors 3 heures par nuit, tu vas pas rester 15 heures dans un endroit, tu vois. Ouais. Et je dis, je continue, je fais toute la nuit avec le boîtier qui tournait comme ça, tu vois, comme si tu avais un vélo de grand-mère que tu as acheté à 20 € sur le bon coin, tu vois, parce que le truc, il est vraiment explosé. Et là, le truc me lâche. Ah oui, attention. J'arrive à 5 km de Silverstone, là. Il y a un gars qui arrive avec un espèce de panneau. Enfin, je vois sur son truc, en gros, Go Tour Divide Rider, machin, je vois le truc. Et je dis, ouais, putain, il y a un supporter, c'est ouf. Je vais filmer pour le documentaire. Je prends mon portable, je le décoche, il glisse de ma main. Je roule à 50 à l'heure, tu vois, dans une descente. Je pète le téléphone en 1000 morceaux. Il marche plus. Et sur le coup, je dis, ouais, pas bien grave, mais
et je fais encore 5 bornes. Et durant les 5 bornes, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai perdu dedans. Et en fait, j'ai perdu donc toute connexion avec le monde, tout le Wi-Fi que je pouvais avoir. Donc, tous les timings, toutes les relations que je pouvais avoir, amicales, histoire, tout. Tous les gens qui pouvaient me dire « Allez, Steven, c'est super et tout ». Plus d'Instagram et plus tout le reste, hein, Facebook, WhatsApp, rien. Plus de contact avec, plus savoir où sont les gens devant. C'est comme si tu es sur le Tour de France, tu n'as plus d'ardoisier qui vient à ta hauteur pour te dire tu es à 2 minutes, 20 minutes, 2 heures, 2 jours. Et j'avais tout mon argent sur mon sans contact de téléphone, ou 80%, et je peux plus payer. Et j'arrive à la station-service, je regarde le gars, il me voit, il dit « Ça va ?» Non. J'achète $60 et je mange 80% de ce que j'achète. Et là, je dis « On fait quoi là, mec ?» Et là, je dis « Putain, faut que je trouve un magasin de vélo. Déjà, je change mon boîtier et après, on verra quoi. » J'ai fait 15 magasins, appelé, machin, rien ne marche. Tu vois, je demandais portable aux gens dans les magasins de vélo. Ils appelaient les autres magasins, on n'a pas de boîtier à 15 km à la ronde. On appelle un ultime magasin à 10 ou 15 miles. Et le gars dit, j'ai un boîtier, mais je ferme dans 30 minutes. Je prends mon vélo. La moitié de mon vélo était par terre. Tu vois, le gars, il avait essayé de me réparer le truc. Je prends le vélo, je vais au magasin, il me change le truc. Je mange avec un supporter de l'AL. Hein. Je lui dis, mec, je te paye une pizza, j'ai juste besoin de manger avec quelqu'un. J'ai juste besoin d'avoir un ami là, pour 2 heures, en gros. Parle-moi, raconte-moi ta vie. Il me raconte sa life. Et je dis, ok, elle sera super contente de te voir, mec, parce que ça va faire du bien. Et je perds du temps. Je me fais doubler par Joe Nation qui me double dans le magasin. C'est quand même la première fois de ma vie que je me fais attaquer dans un magasin de sport. Tu vois. Et il me prend 2 heures hein, dans le magasin, hein, clairement, parce que je suis bloqué, quoi. Et je le reprends jamais. Je le reprends jamais. Et s'en est suivi 2-3 jours de bataille où j'essaie de revenir sur lui. Je reviens sur Chris qui m'avait redoublé. Je reviens sur un autre. Je reviens sur Chris, je le double dans le Colorado. Et en fait, je l'attends de la nuit, une nuit suivante parce que j'arrive pas à être tout seul, tu vois. Je me sens triste, en fait. Tu sais, je me dis, mais c'est tellement chiant. Je dis, c'est tellement chiant. Et il revient, je lui dis, c'est tellement chiant. Il me dit, c'est tellement chiant, mec. Il était mort de rire. Il me dit, bon, c'est tellement vrai. Il me dit, c'est juste de la douleur, quoi. Et tu sais, ça le faisait exploser de rire, mais tu sais, c'est un photographe célèbre et tout, mais en fait, il venait là pour avoir mal aussi, quoi. Il me dit, en fait, c'est ça que je venais chercher, quoi. Il me dit, ça fait putain de mal, mec. Je lui dis, c'est pas drôle. Je lui dis, ça fait vraiment trop mal, quoi. Il me dit, ouais, ça fait super mal. Et il me dit, mais t'inquiète, on en a encore, je sais pas quoi, ce qu'il me dit, on en a encore pour 3 jours et c'est méchant. On a encore mis 5 jours jusqu'à arriver, quoi. Ouais, Oh là là. Bah, tu vois, quand moi, j'ai pas du tout l'expérience que t'as sur de l'ultra, certainement pas à vélo, mais même en général. Mais quand je repense à moi, un peu ma seule référence, c'est la PTL. Voilà, on s'est croisés plusieurs fois. Et si j'essaie de me projeter en me disant qu'il avait fallu la faire solo, alors que c'était juste, je sais pas, 6 jours, tu vois, moins de 6 jours qu'on a mis. Ouais, franchement, hardcore quoi. Donc là, pour moi, franchement, c'est 2 PTL et demi, mais solo. ouais, Solo où tu croises un mec par c'est jour qui est décapité et tu le comprends pas, il te comprend pas et tu lui dis, ok, on reste un peu ensemble. Il te regarde et soit il te dit oui, soit il te dit non, mais tu dis ok. Et tu sais qu'à un moment dans la journée ou dans la nuit, il va être plus fort que toi et l'inverse est aussi vrai, le jour, la nuit. Et là, tu dis putain, viens, on reste amis là pendant ouais. 2-3 jours parce que c'est long quoi. Tu vois, 15 jours, ça commence à être long. Pour moi, Ah ouais. je dis toujours les aventures de plus d'une semaine, 10 jours, là c'est vraiment long. Ça commence vraiment à être long. Avant, Je bon, pense que tu dois vraiment commencer à bien taper dans tout ce qui est déficit de sommeil, même ouais, calorique et tout. Ça ouais, et doit. puis tout le reste, tu vois, le manque de ton pays, tu vois, des trucs, je m'y attendais pas. Je dis, ouais, je pensais qu'il y a des trucs, mais basiques, de chez basique, mais que j'ai déjà ressenti dans d'autres courses, mais pas à ce point-là. C'est de me dire, putain, j'ai envie de manger une salade de chèvre chaud, quoi. J'ai envie de manger de la salade. J'ai envie de manger des crêpes.
j'ai envie d'acheter une baguette de pain. J'ai envie d'acheter du fromage. Parce que quand tu arrives à la station-service, tu as une pile de monsters, de chips, de trucs, peanut butter et tout, des tonnes Ouais. de Coca-Cola, de machin, t'as que des trucs, mais dégueulasses. Et des trucs de l'enfer, du genre 300 mg caféine, drink, tu bois le truc, Ouais. t'es sur Vénus direct. Ou des trucs, des capsules de caféine, des energy boost 5 heures, machin, ou de la junk food, tu vois. Alors, tu manges une part de pizza, 2 parts de pizza, tu vas te manger un autre truc, mais tu sais, tu peux pas transporter 5 kilos de bouffe. Mais il faut que tu en Ouais. transportes quand même. Du coup, tu es dans des stratégies horribles, du genre, ouais, si je prends un paquet de chips, c'est un peu rentable, mais tous les chips, ils vont se péter dans mon sac. Allez, je le prends quand même, c'est pas grave, tu vois, des trucs. Tu les manges, t'es la nuit, comme ça. Tu les manges, t'as pas de chips dans la main parce que tu les as tous éclatés. Donc, tu prends des Ouais. poignées de chips comme ça, mais c'est vraiment mettre de l'essence dans la machine, quoi. Zéro plaisir à beaucoup de moments. Et Ouais. à la bouffe. Et à la fin, je mangeais presque que du sucré parce que j'avais pas grand-chose d'autre dans les stations. Est-ce que, sur une distance pareille, enfin en tout cas une durée d'épreuve comme ça, est-ce que tu arrives à t'en tenir à une stratégie que tu avais prédéfinie par exemple sur, je pense à deux sujets surtout, tu vois, la bouffe et le sommeil, ou est-ce qu'au final c'est juste tu dors quand t'es éclaté et tu manges tout ce que tu trouves parce qu'il faut juste, comme tu dis, de l'essence dans le moteur, quoi. Non, bah moi, en fait, j'ai toujours, comme tous les concurrents au départ, tu as toujours une stratégie qui est définie, et le reste, tu l'arranges, quoi. Bah, comme sur la PTL, je m'étais dit, bon, bah, on va dormir entre 1h30 et 3 heures par nuit. Là, ma stratégie, elle était la même, c'est on va dormir entre 1h30 et 3 heures par nuit. Mais ma stratégie fondamentale, c'était de dormir 3 heures par nuit et d'avoir 45 minutes de pause maximum, ce qui est pas beaucoup, puisque dans une station essence, tu perds entre 5 et 15 minutes, tu vois. Donc, tu en fais 3 dans la journée, tu as perdu, tu vas pisser, tu as perdu 3 minutes, etc., etc. Et, après l'épisode de la frontière, déjà la première nuit, je dors 1h30. Deuxième nuit, pareil, 1h30. Puis épisode de la frontière, je sais que je me suis mis une balle dans le pied. Du coup, je commence à faire pas n'importe quoi, mais il fallait que je dorme moins pour revenir dans le jeu, quoi. Je Mhm. redors 1h30, 2 heures. Après, je redors 2h30. Après, je suis avec la L, on se fait une nuit à 3 heures, je crois. Et après, on essaie de revenir à des horaires un peu réguliers. Mais moi, mon truc, c'est de dormir la nuit. Tu vois, je suis pas dans le truc de ouais, quand il fait chaud, je dors. Je fais jamais ça. Parce Ok. que si tu commences à faire ça, tu commences à te redérégler. Alors, si tu as un décalage horaire, c'est pas trop gênant, tu vois, mais si tu commences à dire, ouais, vas-y, je vais dormir entre 10 et 14, l'enfer. Quand il y a quelqu'un qui me dit ça en course, pour moi, sa course, elle est foutue, quoi. Si le gars me dit ça, je fuis. Je fuis parce que je dis, oh, le gars, il est satellisé. Quand Chris, il a commencé à me dire, ah, la stratégie, elle est simple, mec, il faut qu'on arrête de dormir, je dis, bon, bah, t'es mort, il faut que je parte parce que sinon on va se mettre dans le trou tous les deux, tu vois. Parce que si tu Ouais. commences à le croire et à dire on n'a plus besoin de dormir, tu vois. Northscape, je me rappellerai toujours, j'avais envoyé un vocal à Sofiane, c'est Ili, et je lui dis Sofiane, est-ce que tu penses que si j'arrête de dormir pour les 1000 derniers kilomètres, est-ce que c'est bien? Il m'avait dit clairement. Alors, Steven, je pense que tu es un peu fatigué. Je crois que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut que tu dormes 1h30, 2 heures et que tu fasses une dernière nuit où tu dors 30 minutes et tu fais ton truc, mais ne tente pas le diable, tu vois. En fait, ce Ouais. que tu fais quand tu fais, bah, tu vois, sur la PTL, c'est que tu peux le faire, mais tu vas courir à 1,5 km/h, quoi. Donc, tu crois que Ouais. tu es bien et tu vois les gens passer comme ça, ils te regardent, tu es explosé et tu n'arrives pas à les suivre. Et tu dis, putain, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, tu te dis, ah ouais, j'ai pas dormi, en fait. Ouais. Ouais, et puis surtout, t'es solo. Tu vois, parce que la PTL, moi je me rappelle, on était trois équipes, hein, réunies. Ouais, et puis il y avait, tu vois, il y en a qui commençaient à avoir des hallucinations, etc. Mais tu t'en rends compte. Et en fait, en se racontant les anecdotes une fois qu'on a été arrivé, moi je pensais que la plupart du temps, quand tu as des hallucinations, t'en es conscient, tu Ouais, vois, ouais. tu vois que tu délires. Et en fait, il y avait un gars en particulier, il se rappelait même pas qu'il m'avait dit qu'il voyait des écrans plats par terre, tu vois. Ah, Et là, ouais. tu dis, Moi, j'avais ce mais c'est problème avec chaud parce que. Perrine. J'avais ce problème avec Perrine et tout. Ouais.
Elle voyait les Il t'arrive ça sur une section technique, ça peut être tendu quand même, hein, et encore tendus. plus à vélo. Et moi, en fait, ce qui m'est arrivé, je suis très romantique, très sentimental, mais ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu des alus 2 jours, en fait. C'est la première fois que ça m'arrive, sauf à Paris. Sur la Tour Divide. Ouais. Là, j'ai eu des hallucinations 2 jours où je voyais des supporters et je croyais vraiment qu'il y avait des supporters qui arrivaient, tu vois? Ou des gens que je connaissais, tu vois? Je me disais: «Ouais, ouais, il y a quelqu'un là-bas, attends» et en fait, c'était des arbres et je dis: «Oh putain, attends, il y Waouh. a quelqu'un et tout». Ouais, putain, je passais une borne, 2 bornes et en fait, je voyais putain, plus ça approchait, plus c'était une bûche de bois, plus c'était un machin, un pylône et je dis: «Putain» et tu sais, je perdais espoir, mais c'était vraiment de la tristesse de toxicomane, quoi. Tu sais, tu comme ça, Ouais. tu te dis: «Oh, je suis défoncé, quoi», mec, tu sais, je me disais: «Mais il faut que tu dormes, quoi». Donc la nuit, je dormais, mais quant à ça, tu sais, j'avais l'espoir et je pleurais des fois. Je dis: «Putain, je suis vraiment tout seul, en fait». Ouais, je dis: «Merde». Oh putain, je dis: «Non mais OK, bon, les gars» et je parlais tout seul, hein, je dis: «Ouais, j'espère qu'à la fin, on pourra quand même, passer des moments ensemble» et je disais: Chris, j'aimerais bien qu'on se retrouve sur la map. La haine, franchement, t'es trop une super meuf» parce que je pouvais pas parler, j'avais plus de téléphone, plus d'amis, Et plus de ouais. rien. Tu vas faire quoi? Tu vas écrire. Tu vas écrire sur une feuille, tu peux pas, tu es en train de rouler. Putain, ah ouais, là, c'était dur, hein. Dans le Waouh. Colorado, là, quand je commence à avoir ces allus de jour, hein, je dis: «Ouais, bon, bah, là, il va falloir faire attention». C'est pour ça que j'ai ralenti, hein, parce que je reviens très vite 4e, 5e, 4e et après je ralentis parce que je dis, tu sais, il suffit de pas grand-chose pour passer dans une phase où tu creuses ton trou et Et ouais. et tu foutu, où tu fais comme la L et tu te fais hospitaliser parce que je pense qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont été hospitalisées, hein, sur la Divide. Mais ah ouais, ah, tu peux vite Pouah. partir dans le truc, Ouais. d'inconscience, où tu crois que tu es dans ta pleine conscience et en fait, tu es dans ton subconscient en train de voir tes trucs d'enfance et tout, ah ouais, ouais. Je pense que c'est vraiment cette dimension, tu vois, que je trouve, à la fois fascinante et effrayante sur une épreuve comme ça. C'est pas tant le physique, où évidemment, c'est absolument monstrueux, mais c'est plus le comment tu te en fait, c'est le combat contre toi-même sur une épreuve aussi longue et aussi exigeante, tu vois? C'est ça, c'est le mental, comment tu gères la solitude, les galères, il y a pas d'assistance, il y a rien, tu es tout seul, c'est toi et ton vélo, quoi, et je trouve ça, ouais, franchement, c'est hyper impressionnant. Ouais, c'est pas contre, je pense, je dis toujours ça, mais c'est pas contre, c'est avec toi-même et ce Ouais, combat avec toi-même, il est hyper dur. C'est-à-dire, tu fais une espèce de communion avec tout tes toi, c'est-à-dire, celui qui a peur, celui qui est gentil, celui qui est méchant, celui qui est con, celui qui a confiance en lui, celui qui doute, celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui a pas du tout faim et qui dit: «Ouais, c'est bon, alors ça va passer», celui qui a le petit diable: «Ouais, c'est bon, attends, tu en as fait 10 fois plus, ouais, mais mec, tu as remonté 30 miles en 3 heures, hello» et en fait, tu as tous ces petits trucs dans ta tête qui sont là en train de te parler: «Ouais, ça va bien se passer» et après tu as toutes les idées négatives de toute ta life. Les trucs que tes parents ils ouais. t'ont dit, les gens qui t'ont dit dans ta préparation: «Et tu devrais pas faire ça, tu devrais pas prendre cette tige de sel, pas prendre ce truc, tu devais prendre ces pneus-là» et tout le reste, ouais, franchement, là, ça passe facile et machin et moi, en fait, je synthétisais dans des phrases de Laël, des phrases de Chris, des phrases de positif de que je dis aux gens tout le temps, tu vois? En fait, je me souvenais d'une phrase d'une dame qui m'a écrit à la frontière et qui m'a dit: «Mais Steven, toute ta vie t'a mené à ça» et elle dit: «Tu as écrit une chose et qui reste dans la tête des gens puisqu'ils mettent sur leur casquette» parce qu'ils achètent les casquettes ou les trucs finisher Mmh. que j'ai là, c'est «Start with leg, finish with mental», tu vois? Ouais. Et dans ma tête, je me disais: «Mais ça fait tellement longtemps que je suis au mental sur cette course». J'ai dit: «Je n'ai même plus de mental». Et je dis: «Là, c'est de l'emmental, il y a plus de mental, de j'ai rien, je suis nul». Dans ma tête, je dis: «Je nul» et il y avait toujours un petit personnage dans ma tête qui disait: «Franchement, tu as toujours réussi», tu vois? Je me disais: «C'est pas à réussir, le résultat et tout, mais tu es toujours allé au bout. Pourquoi tu y arriverais Mmh. pas cette fois?» et ce truc-là, il m'a tenu jusqu'au moment où, bah, j'arrive proche de l'arrivée, tu vois? Heu, Autour de 100 miles, 200 miles de l'arrivée. Où là, tu as plein de passages
beaucoup plus facile quand même, plus de goudron, mais du coup, plus de chaleur. Et où tu revois des humains. Pas beaucoup, mais tu revois des stations-service, tu revois des McDonald's, des je sais pas quoi, des Domino Pizza ou des trucs, ou des 7-Eleven où tu dis, ouais, les mecs, putain, c'est super sympa chez toi. En fait, c'est une grande station-service. Ouais, ça va, tu passes une belle journée. Et le gars, il fait, yes. Et il te regarde en clignant des yeux comme ça. Ouais. Le mec est un toxicomane. Est-ce que tu peux sortir de mon truc, quoi? T'es en habit de vélo, c'est comme si t'as les yeux injectés de sang, t'as pas dormi depuis 10 heures. Il te regarde genre, ouah, sors de là, mon gars, sors de là. Je veux pas qu'il y ait la police qui vienne me chercher pour un trafic de je sais pas quoi. Ouais. Tu dois commencer à avoir un bon fumet bien sympathique aussi, parce que zéro Ouais, douche, mais non? ça, Quasiment. tu te poses pas de questions. Non, en fait, c'est Ouais. la première fois que je prends autant de douches en ultra parce que Ah ouais? ouais, j'avais décidé que toutes les 50 heures, il me fallait soit une rivière, soit une douche parce que je Ok. supporte pas puer et surtout, il y a un truc simple, c'est comme en course à pied, toute la transpiration que tu as se stocke dans tes habits et ça fait des frottements horribles. C'est comme si tu Ah oui, t'asseyais ouais. sur du sel, en fait. Et du coup, déjà, je suis un des seuls à avoir 2 cuissards de maillot, hein, je pense, dans le top 20 ou 10. Top 10, c'est sûr. Mais top 20, les mecs, ils ont qu'un maillot et certains, ils ont un cuissard, un maillot. Il y en a certains qui ont un cuissard, un maillot, une paire de chaussettes, une casquette, un bandeau. Basta. Fin des débats sur Pouah. les vêtements. Ah ouais. Au final. Ah ouais, là, t'es calmé. Ah ouais. Ok, donc là, t'as quand même pu, t'as quand même pu prendre une douche, mais bon, j'imagine que ouais, la tête de défracté que vous aviez tous pas très loin de l'arrivée, Ouais. ça pouvait peut-être ne pas inciter tout le monde à engager la conversation, quoi. Ah non, non, ouais, puis t'es cramé complète, tu sais, tu t'es fait brûler par le soleil pendant 3 jours. Et bon, ils savent parce que plein d'endroits où t'as pas 1000 endroits. Donc, tous les ans, à cette époque-là, il y a plein de mecs qui passent en vélo, plein Ouais. de filles, dans un état plus ou moins favorable et qui te posent toujours les mêmes questions. La prochaine station-service, elle est dans combien de kilomètres? Il n'y en a pas? Ok. Donc, il faut que j'achète chez toi. Oui, ok, c'est bon. J'achète. Et est-ce que vous avez quelque chose à manger de chaud? Est-ce que machin? Est-ce que je peux dormir quelque part? Donc, ouais, ils sont habitués quand même. Hmm. La ligne d'arrivée, du coup? Ouais, ouais, ligne d'arrivée et surtout, ouais, 100 km de l'arrivée, j'arrive à une dernière station essence où ils vendaient des feux d'artifice. Enfin, c'est pas trop la période pour en parler en France, mais ils vendaient des feux d'artifice. Je trouvais ça hallucinant qu'au Nouveau-Mexique, plein milieu de nulle part, c'est comme si tu fais 200 bornes de désert, tu arrives dans un endroit et le mec vend des feux d'artifice. Ils vendent de la Ouais. bouffe et des feux d'artifice et des souvenirs du Nouveau-Mexique. J'étais pas trop intéressé par ni les feux ni les souvenirs, mais j'ai dit là, en souvenir, je vais m'acheter tout ce que tu as à manger et à boire. Je sors. Franchement, il faisait 46, 47 Pouah. depuis Silver City. À 7h30, il faisait 36 à Montgarmi, 7h30 du matin. Et, et là, je Wow. me pose sur des dalles, des planches en bois là, et là, j'entends une clochette. Toute ma vie, je m'en souviendrai. Je suis allongé en coin comme ça, il me reste un œil, le casque tordu, la casquette dans l'autre sens. Et là, je dis, waouh. Et dans ma tête, je dis, waouh, je pense que c'est des supporters français, ils doivent être fans ou c'est des mecs. Tu sais, toujours ce truc d'inconscient de c'est ce que j'espérais en fait. Et en fait, c'était Ouais. encore mieux. C'était Justinas, mon pote Justinas qui fait 2, qui avait tout pété sur son vélo. Myron, qui était hospitalisé à mi-parcours pour pneumonie, insuffisance respiratoire. Enfin bref, il a eu tout eu, mais j'ai eu très très peur. En fait, je pensais qu'il était à l'hôpital depuis 10 jours. Depuis 7 jours. Je suis en panique totale. Il y a une troisième personne qui est un pote de Justinas. Et ils arrivent avec la clochette et ils me disent, man, t'es à 100 mètres, t'es à 100 km. T'es à 100 km, mais ça résonne dans la tête, t'es à 100 km. Et je dis, ouais, c'est quand même beaucoup, 100 km, tu vois. Et j'ai Justinas, il me dit 100 bornes, mec, 100 bornes, t'imagines. Quand tu roules là, tu fais combien d'habitude? Tu vas faire ça en 3 heures, 4 heures. Il me dit là, peut-être plus, peut-être 7, 8, 10. Je dis non, non. Je dis là, à telle heure, je suis arrivé. Il me dit, mais
Je dis à 20h00, j'arrive, coucher du soleil. En fait, je voyais l'image elle a fait un documentaire, Lael Wilcox, qui s'appelle I Just Want to Write, et où il y a un coucher du soleil magnifique au Nouveau-Mexique, et tu la vois comme ça, et derrière, c'est le feu, tu vois, t'as un feu derrière. Et je dis à 20h00, je serai à l'arrivée à 20h00. Et il me dit, mec, tout va bien et tout. Et je vois dans leurs yeux que j'ai une tête de défoncé, quoi. Et je dis, une bouteille de Sprite, 1,5 litre, je la bois comme ça. Pop, pop, pop. Je reprends une bouteille, je la bois et tout. Je vais chercher d'autres trucs à bouffer. Si c'est dur après. Et ils me disent, non, mais il fait un peu chaud. Et en fait, c'était il y avait juste 2% average de pourcentage jusqu'à Achita, qui est la dernière commune avant l'arrivée. Parce qu'à l'arrivée, il n'y a rien. Il y a une barrière de 8 mètres historique de Mexique, États-Unis. Et là, il me reste 35 miles jusqu'à Achita. Il fait 50 degrés au Garmin. 49, 50, 48, 49, 50. J'ai l'impression que je roule super vite. Je tourne les datas pour regarder combien je roule. 18, 19. Oh putain. Ah ouais. Ça va être super. Ah ouais, je dis, ouais, ça va être super long. Parce que j'avais gardé mon Garmin en kilomètres/heure. Parce que j'arrive toujours pas à compter en miles, tu vois. Je vois ce que c'est un miles, mais j'arrive pas à compter sur mon Garmin combien ça fait en vitesse. Machin. J'arrive pas à me projeter, tu vois, en niveau d'effort. Ouais. J'arrive à Achita, je suis déglingué. Justinas, il est parti dormir. Et Myron, il me dit, mec, on est là. Je te jure, on va être là jusqu'à l'arrivée. Je dis là, on achète tout ce qu'on peut là. Je veux tout. Et je dis, tu veux quoi à manger? Tu veux quoi à boire? Il me dit rien, mec, rien. Et je dis, si, je veux que tu partages une. On mange une glace, beaucoup de glace. Et il me dit, mec, t'as le temps. Hein. Il me dit, t'as le temps. C'est quoi le goal? Je dis, 18h, 19h. Je dis, 20h. Il me dit, c'est bon, t'as le temps. Je reste 1h, 1h30. Bon, je me déglingue debout. Tous les deux, on rigole, on se tape des barres. Il y a plein de locaux qui viennent parce que c'est pour eux, c'est genre leur Tour de France, tu vois, tous les ans. Ouais. Le fondateur du shop, là, il l'a fait une fois, genre, et une autre fois, il a fait, je sais pas combien de jours, 36 jours, je crois. Enfin, bref. C'est trop drôle parce que le gars, il te raconte des histoires, mais c'est pas les mêmes que toi, quoi. Il t'en raconte d'autres, quoi. Ouais, j'ai percé mon matelas, du coup, je sais pas quoi, j'ai mis du tape, mais le tape ne marchait pas. En fait, il dormait sur des trucs qui perçaient son matelas tous les jours. Enfin, c'était assez drôle de parler avec lui parce qu'il faisait toutes les conneries qui sont possibles et il est allé au bout. Et plus je parlais avec lui, plus je me disais, putain, mec, 45 miles, quoi. Le mec a vécu l'enfer 36 jours et toi, il te reste 45 miles. Et je dis, vas-y, j'y vais. Et je dis, avant, est-ce que vous pouvez me donner 2,5 kg de glace? Et elle me regarde, elle me dit, elle me dit, on les vend par 10 kg, 20 kg. Je dis 2,5 kg, je te donne de l'argent, donne-moi s'il te plaît 2,5 kg. Et je veux 5 bouteilles. Pourquoi 5 bouteilles? Je dis, je veux une bouteille par heure. T'imagines dans ma tête le positivisme, 45 miles, 5 heures. Déjà, le topo, il fait mal. Et j'ai pris tout ce que je pouvais à manger, c'est 5 bouteilles. Et toutes les heures, je me versais 1,5 litre d'eau sur la tronche. Et j'avais 2,5 kg de glace qui a fondu intégralement dans les 45 miles. Et je suis fini comme ça. Et à 10 bornes de l'arrivée, tu as l'assistant photographe de Chris Burkhardt qui vient me prendre en photo. Et tu as les 3 cocos là, qui sont venus à l'arrivée me voir. Et là, c'était trop émouvant, quoi. Ils m'avaient acheté, je sais pas quoi, du truc à la con, de l'espèce de Yop Candy, je sais pas quoi, local, là. Il me pose 5 bouteilles et je dis non, je bois pas d'alcool, sinon je vais être défoncé. Je bois une gorgée de bière, je suis déglingué. Et je dis, est-ce qu'on peut retourner à Chita? Et on retourne et donc tu te retapes 45 miles de bagnole pour aller à Chita. Et là, t'as Ulrich qui a gagné, qui t'accueille. Comme ça, tu vois les gars et tout, et tu te dis putain mec, t'es une légende. Mais ils voient ta tête et ils se voient eux aussi. Ils disent putain, j'étais dans le même état quand je suis arrivé. Et voilà. Et tu finis après voilà, la vie reprend un peu, mais j'avais toujours pas de téléphone, toujours pas de contact. Et je leur disais en fait, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est pas si mal. Hein. Je dis là, ouais, j'ai pas de contraintes, j'ai pas de nouvelles à donner, j'ai pas besoin de dire que je suis arrivé. Et ils me disent, mais tu postes pas sur Instagram et tout. Je dis, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Et en fait, j'ai attendu 2 jours, j'ai acheté
enfin, j'ai pris l'iPad de Laël et sa femme et j'ai posté un truc en disant, bah, je suis désolé les amis, j'ai pas pu donner de nouvelles, blablabla, mais et j'ai fait un live, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Et après, la vie reprend. Punaise. Oh là là, le récit de fou. C'est franchement chapeau, hein, une fois de plus. C'est gentil, mec. Hyper impressionnant. Et vraiment, tu vois, encore une fois, hein, je le disais tout à l'heure, mais c'est ce que je trouve, ce qui m'impressionne le plus, c'est pas tant le physique, la distance qui est démentielle déjà, hein, Ouais. mais c'est vraiment, ouais, c'est cette bataille au mental, tu vois, ces ressources que tu as dû aller chercher en toi pour aller au bout. Et finalement, il me semble que tu visais 13 jours, donc un peu plus rapide que le record de la course, mais même si t'es pas allé chercher ça, franchement, le chrono, d'un point de vue extérieur, tu vois, pour moi, il semble anecdotique quoi, par rapport à ce que tu as fait. C'est franchement hallucinant. Ouais, c'est Et gentil. récit de fou. C'est gentil. Tu dirais que, peut-être en conclusion, tu vois, de ce récit que tu viens de faire, et même si tu es revenu il n'y a pas si longtemps, est-ce que tu arrives déjà à mettre le doigt sur, tu vois, un, un petit quelque chose en plus que tu es allé chercher, que tu as réveillé en toi sur ce Tour Divide? Parce que tu l'expliquais au début, il y avait beaucoup d'émotions, de rêves associés à cette course. C'était pas juste un dossard de. Enfin, il n'y avait pas de dossard, mais c'était pas un truc. Il y avait un dossard d'ailleurs ou pas? Il y a des dossards Ah non, ou. il y a rien, il y a rien. Et t'as une Ah ouais, balise, voilà, il y a rien, c'est ouais. ta balise. Tu peux louer des trackers, mais voilà, 90% des concurrents, c'est les leurs, quoi. Tu t'enregistres Ouais. juste sur une plateforme et basta, hein. Mais du coup, voilà, au-delà de, tu vois, de vouloir prendre le départ pour un chrono, j'ai l'impression qu'il y avait quand même, il y avait plus que ça, il y avait beaucoup d'émotions, de sentiments liés à cette course. Donc tu dirais qu'il y a quelque chose en particulier que tu as dû aller chercher, que tu as découvert ou avec lequel tu reviens, tu vois, dans tes sacoches? Ouais, ouais, il y a plusieurs choses. La première chose, bah, j'ai traversé les États-Unis, quoi. Ouais, c'est Donc, clair. La donc classe. ça, c'est ouf parce que bah, ça, c'est fait. Ça, c'est grand, c'est beau, c'est dur, mais j'ai fait la Tour Divide, tu vois. Et même si je Ouais. suis pas satisfait de mon résultat, au fond, j'ai juste fait quelque chose de moi, de ce petit potentiel que j'avais en moi, de me dire, bah, je suis capable de le faire. En fait, j'ai eu tellement d'événements, tout le monde a des événements, tout le monde a des difficultés, mais j'ai réussi avec mes petits bras, mes petites jambes et me dire, ah, putain, mec, t'as réussi, tu vois, je craque à la fin et je dis, Ouah, juste, I did it, quoi. Je le regardais comme ça, I did it. Il dit, yes, you did it. You did it great, you did it great. Tu sais, c'était comme ça et tout. Mais tu sais, j'étais vraiment, tu sais, j'y croyais tellement pas, tu vois, à un moment donné que je me suis dit, putain, c'est fait, quoi. Si j'ai fait, voilà. Et deuxième truc très important, c'est que ne pas avoir de, ne pas avoir les gens, ne pas avoir de contact, ne pas avoir d'humain, d'humanité, d'échange, de partage, de connexion, de, de retour, tu vois, c'était vraiment une introspection, mais en rajoutant, parce que j'ai Ouais. fait beaucoup de méditation dans ma vie, au Népal notamment, au monastère, mais là j'avais ça, mais en ayant cette douleur constante et cette peur d'échouer. Et ça, c'est dur, tu vois. Ça, c'est dur parce que tu as toujours cette épée de Damoclès en disant, putain, le mec, il va revenir, celui de devant, je vais pas assez vite, ou tu vois, je vais péter, je vais exploser, c'est trop dur, je vais trop vite. Tu vois. Et toujours ce truc de, ça va le faire, quoi, tu vois. Donc ça, Hmm. ce truc de méditation en disant, positiver et, et ouais, que tout est possible au fond, parce que j'y crois, je suis toujours là, mais ça a été franchement excessivement dur, excessivement dur. C'est la première fois hein, de ma vie, hein, sauf pendant l'Himalaya, où je me suis dit aucun intérêt, aucun intérêt. Je te jure. Je dis là, no sense. Tous les jours, je disais, et Chris et Laël, et puis ils peuvent témoigner tous les jours, je les regardais comme ça, no sense. Et ils me regardaient, ils faisaient no sense. Et tous les jours, no more sense. Ah, je dis, c'est trop dur. Tu es sur une route de 4x4, tu as de la boue qui te colle aux pneus. Tu regardes ton route Garmin, tu as 8, 9, 12 km/h. Oh là Ah, là. tu vois les kilomètres qui défilent jamais. Tu dis, soit je suis nul, ce qui est possible, soit c'est vraiment dur.
Et en fait, en voyant les Ouais. chronos, je me rendais compte que c'était vraiment dur parce que les gars, ils arrivaient plus à être dans les chronos du record, quoi, tu vois, et on est plus loin que le record. Et le dernier truc qui m'a appris, parce que le deuxième truc, évidemment, c'est ce rapport aux gens, que évidemment, j'ai besoin des gens. Évidemment, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin d'humains. En fait, plus que jamais, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'humains, que j'avais besoin d'amour, que j'avais besoin d'affection, que j'avais besoin de me rendre compte que ça avait du sens ce que je faisais, parce que, comme je dis toujours, si je change un tout petit peu de la vie de quelqu'un en positif, je lui donne envie de sortir, je lui donne envie d'aller marcher dehors, d'aller en montagne, d'aller en forêt, juste de mettre un peu de bien-être dans sa vie, ou juste lui donner espoir de dire, si elle fait du sport ou si elle a des problèmes dans la vie, putain, là, je peux le faire, tu vois, je peux y arriver, parce que lui, il est beaucoup plus dans la merde que moi. Et il y arrive, le gars. Je pense que moi, je peux gérer ma journée, je peux gérer mon divorce, je peux gérer mes conneries, je peux gérer mon quelque chose tu vois, qui te cause des problèmes au quotidien. Et ça va le faire, tu vois, ce truc de ça va le faire. Justement, moi, j'ai besoin des gens. Mais le dernier truc, c'est que la vie, elle est cool quand même. Tu vois. La vie, elle est vraiment cool. Et ça m'a rendu plus humble. Évidemment, je suis peut-être con, je suis peut-être des fois dur. Les gens peuvent me trouver complètement arrogant ou complètement hors de propos sur certains trucs, parce que des fois, je suis vraiment bête. Mais en même temps, j'ai la passion absolue de ce que je fais, et des fois, je sors complètement de ce que je suis, parce que c'est très dur. Franchement, c'est très dur. Et quand tu rentres dans cette douleur et que tu ne penses qu'à ça, tu deviens vite très, très con, tu vois. Parce que tu te dis que personne ne peut te comprendre. Tu te dis, mais tu peux pas comprendre, tu vois, une PTL ou n'importe quelle course, même un UTMB, même un 10 bornes, tu vois. Quelqu'un qui n'en fait pas, tu peux pas comprendre. Ouais. Et en fait, tout le monde peut comprendre. Le seul truc, c'est que faut se remettre dans un truc de normalité. On n'est pas forcé de faire du sport. On n'est pas forcé de se faire mal. On n'est pas forcé. Mais ça nous apporte quelque chose, toi, moi, beaucoup d'autres. Ça nous apporte quelque chose de singulier. Et oui, la Tour Divide, ça m'apporte quelque chose. Oui, je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Oui, je n'aurais jamais aucun regret d'avoir eu ce problème vers la frontière, parce qu'il devait arriver. Il devait arriver le fait que mon portable tombe. Tout ça, c'est des actes manqués, ou c'est des choses qui doivent arriver dans ma vie pour me donner des leçons, et je les accepte. Voilà. J'accepte tout ça. J'étais triste, c'était dur, c'était vraiment, vraiment dur même. Mais tout ça, c'est arrivé. J'ai appris beaucoup, j'ai grandi. J'ai pris peut-être 10 ans dans la gueule. Je vais essayer de rajeunir les 2 prochains mois, le prochain mois, parce que j'ai une course dans un mois. Mais voilà, c'est toujours un apprentissage, et je suis fier de moi, quoi qu'il arrive, et c'est ça qui reste. Énormissime. Bah écoute, je pense que, en tout cas, je te le redis, de mon point de vue qui vaut pas grand-chose, mais c'est clair que d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui est pas trop dans le cyclisme comme toi, je pense que tu peux l'être fier. Ouais, c'est vraiment super inspirant ce que tu as fait. Et bon, sans surprise, moi j'apprécie beaucoup, tu vois, l'approche que tu as, la façon dont tu le partages, où c'est pas juste voilà, du chrono, de la perf, mais il y a aussi une dimension un peu plus, on va dire, introspective, qui est super intéressante. Donc écoute Steven, franchement merci beaucoup d'être venu nous partager tout ça sur le podcast. Merci à toi. J'espère que Merci. ça donnera envie à ce qu'on disait, au moins une personne de sortir prendre son vélo Ouais. Ou et ses d'aller faire chaussures, quelques ou kilomètres, ou ses chaussures, ouais, ou j'en sais rien, moi, ça. carrément, ou son paddle, Ou ouais, son le c'est truc de clair. curling, je sais pas comment on dit. C'est Palais de clair. curling. Ouais. Ouais. Yes, mais ouais, écoute, vraiment un grand merci. Et puis bah écoute, bonne récup et excellente course. C'est quoi que tu fais dans un mois? Tu pars sur quoi? La Silk Road, je trouvais pas. Ah ouais! Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ok, d'accord. Tour Divide, enchaîné, puis Ouais. la Silk Road. La Silk Road. Ah Ok, ouais, je d'accord, m'étais dit, d'accord. cette année, je fais pas 15 000 courses, mais j'en fais 3 grosses. Du coup, j'ai fait l'Atlas Mountain Race en février. Je fais 4. Et là, je fais 4. Et là, j'espère faire mieux que 4. Et voilà, mais j'en ai marre de faire 4. Et non, j'aimerais bien m'amuser. Et là, c'est vraiment l'intention première, c'est garder cette envie de m'amuser, parce que quand je m'amuse, tout fonctionne. Et la grande leçon de tout ça, c'est ça, c'est
c'est de rester dans le jeu, rester dans l'amusement, et c'est ce qui m'a manqué sur une PTL aussi, c'est que je me suis plus amusé au bout d'un moment parce que tu l'as vu, c'est un tout petit peu dur. Et à la fin, t'es tellement défoncé que t'es juste dans un climat de survie. Et la plage du jeu, à part si tu sautes dans une flaque ou dans le dernier lac cornu, c'est pas drôle. Même la dernière c'est clair. Elle est pas drôle. Elle était pas drôle du tout, ça c'est clair. Donc voilà. Ça c'est clair. Rester dans le jeu et s'amuser, et voilà. Très bien. Ouais. Bah écoute, merci Steven. Merci à toi. Prends soin de toi. Salut mec. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast, ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité, à la semaine prochaine pour un nouvel invité.